Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les gens du paysage. Je m'appelle Robin Gervais. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nicolas Taliu de la SPV. C'est la Société protectrice des végétaux. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast, Amazon Podcast et Deezer. Et c'est parti pour l'interview. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous donner ton temps aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Donc là, on est sur la pépinière de la SPV. Donc moi, j'aime bien appeler ça des broc-plantes. Pourquoi broc-plantes ? C'est le regroupement entre une brocante et le fait d'avoir ajouté les végétaux dedans, donc les plantes. En fait, l'idée, c'est que toutes les plantes qu'on voit ici sont des plantes qui ont déjà eu une première vie et on s'efforce de leur en donner une seconde. Donc en gros, on milite contre le gaspillage en évitant le recyclage qui serait dire une plante part au compost. Nous, on va vraiment la conserver en tant que vivant du début jusqu'à la fin. Ok, donc là autour de nous, on a toutes les plantes qu'on a autour de nous, c'est des plantes qui ont été récupérées sur des chantiers, ou données. Alors non, il n'y a pas de don. On est payé pour évacuer ou on rachète. L'idée est de soutenir les producteurs et de soutenir aussi les revendeurs, puisqu'en fait aujourd'hui ils ont un souci, c'est qu'ils sont obligés d'acheter en trop. Et donc du coup on cherche une alternative, et donc pour ça on essaie de responsabiliser le consommateur et de lui expliquer quel est l'ensemble des problématiques qu'on rencontre sur toute la chaîne. Après toutes les plantes qui sont ici auraient dû partir à la poubelle, sauf celles qui sont en pleine terre, qui sont quand même bien utiles. On est quand même sur un site que j'ai aménagé d'une façon particulière, et c'est ça, c'est que là dans le cadre on a quelques plantes en plus qui ne sont pas en pot et qui sont destinées à rester là. D'accord. Ça fait combien de temps que tu l'as, cet endroit ? La SPV a 5 ans, ouais. Mais ça fait 2 ans qu'on est ici. En fait, on est sur des parcelles qui sont en occupation temporaire, donc ça veut dire qu'elles sont en pleine mutation et que du coup, il y a un moment où on va construire cette parcelle-là. Et en attendant de la construire, il ne se passe rien. Et donc du coup, l'idée est de dire, plutôt qu'il ne se passe rien, comment est-ce qu'on fait pour qu'il se passe quelque chose et que ça soit le plus vertueux possible. D'accord. Donc toi, ça fait 5 ans que tu as créé la SPV. Elle est venue d'où, cette idée ? Elle t'est venue d'où ? Je crois qu'elle n'est pas venue comme ça sur un déclic, elle est venue d'un ensemble de plein de prises de conscience. Moi, j'ai fait mes études dans l'agriculture, en production horticole. Après, du coup, j'ai fait l'aménagement du paysage en BTS, et donc du coup, l'idée était de créer des espaces, et ensuite j'ai augmenté mon niveau d'études sur l'aménagement, donc l'architecture. Donc il y a celui qui crée et celui qui conçoit, celui qui fait avec ses mains et celui qui va dessiner et qui va penser. Donc du coup, moi j'ai pensé des espaces. L'idée c'était de faire en sorte, ce que j'aimais bien, c'était le côté créatif du métier et le côté très social en fait, quand tu conçois un espace, qu'il soit en ville ou en campagne, tu as plusieurs usages. Comment est-ce que tu fais cohabiter tout le monde ? Et donc c'est très social. Et puis en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était très politique. Du coup, je suis redescendu en me disant je vais aller faire sur le terrain. Moi, j'aime bien faire vraiment. Donc, plutôt que de planter un arbre avec un clic de souris, je vais aller prendre ma bêche. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience qu'en fait, quand on crée un espace, on peut dire en tant que paysagiste cet arbre-là est hyper important, conservons-le. Mais c'est une contrainte pour le temps des travaux. Donc du coup on l'abat, puis pour faire en sorte d'avoir pris conscience de ce qu'il y avait avant, on replante le même arbre. Voilà. et donc du coup l'incohérence qu'il y a dedans, mais qui après s'explique parfaitement, c'est que quand tu achètes un arbre, tu le payes tellement pas cher que du coup ça te vaut quasiment rien de l'abattre et de le remplacer. Et donc du coup, quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, en fait, il y a un truc qui marche pas. On parle d'économie circulaire partout, et en vrai, on a oublié de le faire sur le plus important, c'est le vivant. Et donc du coup, je vais essayer de me rapprocher de la production, et je me suis retrouvé dans le circuit de vente de plantes d'intérieur. Et là, j'ai compris ce que c'était que de la surproduction. Et un peu le fait de cultiver l'ignorance de la part du consommateur.
ça arrange tout le monde que ta plante soit morte. Ouais, pour pouvoir en vendre d'autres, quoi. Voilà. Et donc du coup, j'ai rencontré différents acteurs qui me disaient comment est-ce qu'on fait en fait? On vend pour une misère. On nous demande d'avoir toujours l'article parfait. Et à côté de ça, en fait, ça c'est, on le vend pour une misère. On est obligé d'en faire énormément. Et du coup, on peut pas avoir une bonne conscience écologique dessus. Et voilà. Donc du coup, après, j'ai été encore plus bas dans la chaîne sociale en allant du coup du côté production plante d'intérieur. Enfin, pardon. J'étais en intérieur et je suis allé en plante extérieure. Et en plante d'extérieur, j'ai réalisé que là non plus, en France, on faisait plus de bouture, on faisait plus de marcottage, on faisait très peu. C'était essentiellement de l'achat-revente et qu'à chaque fois, en fait, quand on entretient, quand on déplace, on a de la perte. Et donc du coup, en gros, on produit un tiers de trop par rapport à ce que le consommateur, encore une fois, vous faites un projet d'aménagement à côté. Et vous allez dans une pépinière pour choisir les plantes que vous voulez. Il a 20 hectares de production. Sur les 20 hectares, vous trouvez que 3 plantes sur 10 que vous voulez mettre dans votre projet. Et je me dis, mais comment c'est possible en fait? Il y a un mec qui a travaillé sur 20 hectares à choisir les meilleures variétés qui sont adaptées au climat. Et finalement, nous, ce qu'on veut, c'est autre chose. Et donc, du coup, je me suis dit, en vrai, le meilleur moyen pour faire changer les choses, c'est de passer par le particulier, de dire, en fait, on va t'apprendre tout ça parce que tu ne sais pas. Toi, quand tu vas dans une grande surface pour acheter une plante, tu ne sais pas comment ça a été produit, tu ne sais pas pourquoi est-ce que ça arrive à ce prix-là. Il faut qu'on t'explique tout ça. Et la transparence est très peu là. Donc, du coup, j'ai eu l'idée de me dire, OK, en fait, si je trouve un espace en ville, je suis capable de vendre des plantes dans un endroit où on en a besoin, pas cher, parce que du coup, c'est de l'invendu. Et cet invendu est un support pour pouvoir apprendre à entretenir la plante. Typiquement en ville, ça c'est une grande différence entre ville et campagne quand j'étais en pépinière et quand j'étais en jardinerie. Jardinerie, le consommateur c'est au printemps, parce que c'est joli, c'est en fleurs. En campagne, c'est à l'automne. On plante à l'automne parce que ta plante est en repos. C'est comme, je prends souvent l'exemple, tu as un mec qui part en opération, en salle d'opération, tu l'endors. Quand ta plante, à un moment où elle dort, c'est à ce moment-là où tu la travailles. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire, en automne, et pas au printemps quand c'est joli. Bah oui. Mais il faut l'apprendre. Ouais, ça c'est clair qu'il faut l'apprendre, parce que c'est vrai que finalement, moi, j'ai jamais fait d'études en France de jardinage ou sur les plantes, etc. Je me rendais... Enfin, tu te rends pas compte du travail qu'il y a derrière les plantes quand tu les vois en grande surface ou des choses comme ça. Tu as l'impression que ça arrive tout cuit comme ça et que c'est comme ça dans la nature. Et, enfin, tu vois, il y a vraiment vu qu'on ne l'a jamais appris à l'école, on se rend pas compte en fait de tout le travail qu'il y a pour qu'elle soit entre guillemets jolie, ça c'est subjectif de toute façon, dans une grande surface et qu'elle arrive à un tel prix et on se dit bon bah c'est normal quoi, c'est vert, du coup j'achète ça, c'est vert, mais en fait il y a tout plein de choses qui se passent derrière quoi, dont on ne se rend pas compte. C'est devenu tellement normal qu'en fait on l'a stigmatisé. Je trouve que comme tu dis, un arbre sur une tige, pour tout le monde, en tant que citadin, un arbre vit sur une tige. Et puis du coup, je rappelle aux gens, quand tu vas en forêt, tu te rappelles qu'il n'y a pas un tronc, il y a plusieurs troncs, il y a des branches depuis la base. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas cette tige qui est parfaite, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a travaillé dessus. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, en achetant des chaussures sur Temu, tu en as pour 20 € et un arbre, tu en as pour 20 € alors que ton arbre, il y a eu quelqu'un qui l'a cultivé pendant au moins 15 ans. Ouais, c'est clair. C'est impressionnant, aberrant, quoi. Ouais, c'est aberrant. Mais on paye plus facilement 20 € ta paire de chaussures sur Vinted. Enfin, Vinted, c'est pas le bon exemple. Mais Temu, ouais. Ouais, je sais pas s'ils font vraiment des chaussures Temu.
Peut-être, ils font n'importe quoi. Et, on a encore eu l'exemple cette semaine d'ailleurs, avec les poupées. Voilà, mais sur les sites, on arrive à trouver des paires de chaussures qui sont vraiment pas chères. Ouais. Et en fait, sur l'arbre, moi, j'arrive pas à comprendre parce que ça prend pas le même temps. Et en vrai, et en plus, il y a énormément de risques. Et donc, c'est là où, en fait, nous, on se disait, on veut soutenir les producteurs parce que, en tant qu'ancien pépiniériste, je sais ce que c'est que le risque. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a une tempête, il y a tous les arbres qui tombent. Ah, laisse tomber, qu'est-ce que tu fais de toute ta culture, quoi. Ouais. Tu dis, j'ai travaillé pendant 10 ans pour rien. Pour rien. Et tu peux plus la revendre après, c'est fou. Ouais. On se rend pas vraiment compte. SPV, comment tu l'as trouvé? Sinon, il est quand même pas mal. C'est parti donc, comme je disais, du constat en fait, on fait pas d'économie circulaire avec le vivant, et sauf en fait la SPA. Le seul endroit où on donne, en fait, c'est même pas une question d'économie circulaire, c'est une question de seconde vie. On parle beaucoup de seconde vie, et on fait de la seconde vie avec tout ce qui est inerte. J'ai acheté une armoire de seconde vie, j'ai acheté, j'en sais rien, une voiture de seconde main, et la seconde main est passée à la seconde vie, parce que ça responsabilise, ça a fait écho. Et je me suis dit, mais en fait, en vrai, un végétal qui a déjà été planté sur un chantier, qui a déjà été planté dans un jardin, qu'on enlève et qu'on remet dans un autre jardin, je lui offre une seconde vie. Lui, je lui offre une seconde vie. Le seul endroit où tu achètes des choses de seconde vie, c'est que tu passes par l'adoption à la SPA. Et donc du coup, on a dit, ok, très bien, en fait, la SPA, la SPV, c'est la même chose. On va rappeler qu'en fait, il y a les animaux, dont l'homme, et les végétaux, qui sont des êtres vivants. Donc du coup, s'il y a une société protectrice des animaux, il devrait y avoir une société protectrice des végétaux. C'est un super nom, hein. C'est vraiment un super nom, ça marche super bien. Quand tu as voulu mettre en place la SPV, quel modèle économique tu voulais mettre en place au tout début? Je pense, en fait, j'apporte très peu d'importance il y a le modèle économique et le statut. Ouais. Pour moi, le statut a très peu d'importance. Parce que tu peux faire plein de choses. En fait, une chose, tu peux la faire sous plein de statuts différents. L'idée, c'est de trouver celui qui te convient le mieux parce qu'il est plus facile à mettre en place à ce moment donné. Nous, ce qui fait qu'on a choisi d'être une entreprise, c'est parce que ce que je fais, c'est de l'agriculture et que ça n'existe pas sous le modèle associatif. Et que pour être une association, il faut aller convaincre des financeurs pour te tenir. Et moi, j'avais pas envie de passer mon temps à les convaincre. J'ai dit, j'ai les cartes en main, je me lance et on verra bien. Donc c'est cette volonté d'autonomie qui m'a amené sur le statut. Par contre, sur le modèle économique, l'idée c'était de se dire, si je suis un commerce, en gros, j'achète, je revends, ça fonctionne comme ça dans tous les commerces, c'est très simple. Donc on va rester sur ce truc-là, sauf que du coup, la façon dont je vais dépenser aura une utilité pour mon fournisseur. En fait, la vraie réponse à chaque fois, c'est comment est-ce que je fais pour que tout le monde soit gagnant? J'apporte une solution, je ne viens pas dire ce que vous faites, c'est pas bien, je viens dire ce que vous faites, peut-être qu'on peut l'améliorer. Dites-moi quelle est votre contrainte et je vais me pencher dessus. Et donc eux, leur contrainte en tant que revendeur, c'est on a des pertes financières parce qu'on n'arrive pas à tout revendre. On a des contraintes parce que on a passé 5 ans à produire des plantes et qu'on a eu une tempête et donc du coup mes arbres ils sont un peu tordus. Est-ce que je vais trouver un repreneur? Et moi je dis oui, je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ça, mais moi du coup j'ai des frais dessus, donc du coup je vais me prendre une marge et le modèle économique il coule de source. Le problème c'est que c'est énormément de sensibilisation, faire prendre conscience de ça, donc du coup pour ça je crois beaucoup à la transparence. C'est vrai. La transparence pour moi est l'avenir du modèle économique et ça veut dire je te montre ce que je dépense, où, comment, plutôt que je te fais croire où ça il y a un peu un truc aujourd'hui avec l'ère de la communication dans laquelle on est, on parle beaucoup de plein de choses mais qui sont en fait une toute petite partie de l'activité. Et je pense que c'est bien en fait par le modèle économique, en ouvrant les comptes, de prendre conscience de en fait quelle est l'importance de ce qu'on fait.
Donc typiquement, nous, en fait, sur nos étiquettes, on marque est-ce que c'est une plante qu'on a acheté à un pépiniériste, est-ce que c'est une plante qu'on a acheté à un revendeur. Ça permet de prendre conscience que, typiquement, si j'ai, j'en sais rien, un cotonéaster qui a été pris chez un pépiniériste ou un cotonéaster qui a été pris chez un particulier ou un cotonéaster qui a été pris chez un producteur, j'ai pas le même prix. Et c'est au consommateur de se dire, j'ai l'argent pour pouvoir soutenir le producteur, donc du coup, je vais prendre au producteur. Mais et ça, en fait, du coup, ça doit être marqué quelque part. Il faut que lui, il ait conscience de tout ça. Souvent, on a tendance à critiquer sans savoir. Le prix de quelque chose ou... Pas forcément le prix, toutes les valeurs, toute la démarche qui est derrière. Tu vois, Ouais. il y a, je vais essayer de trouver un exemple, mais en fait, des fois, on se dit, ce qu'il fait, c'est pas bien. Il devrait pas faire ça. Mais tu ne sais pas s'il n'avait pas le choix. Et j'aime beaucoup la personne ou l'entreprise qui va te dire j'avais pas le choix, mais j'aimerais bien améliorer et avoir le choix. Pour avoir le choix, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai plus d'argent. Donc du coup, soit tu voudrais me donner cette possibilité d'avoir le choix, donne-moi plus d'argent, soit non. Et tu vois, c'est un peu ce qui va se passer dans le luxe aujourd'hui, dans les vêtements de luxe. Est-ce qu'ils sont chers parce qu'ils ont une réputation ? Ou est-ce qu'ils sont chers parce qu'il y a vraiment un tissu, une recherche, un design. Et ça, tu le sais que parce que tu as payé un designer pendant 6 mois pour travailler sur ton vêtement. Ok, je suis prêt à le payer. Si par contre, il a fait, j'en sais rien, il t'a dit que c'était, je vais prendre un exemple pourri, mais il a fait Dior, et Dior a travaillé pendant 15 jours, mais il te vend le truc hyper cher parce que c'est Dior. En fait, si c'est marqué sur un papier à un endroit, qu'il n'y a pas eu le design, il n'y a pas eu la recherche, il n'y a pas eu le tissu avec, ok, peut-être que tu n'as pas envie de les payer. Ou peut-être que tu l'acceptes, parce que c'est ton moyen d'avoir un Dior et que c'est ça que tu veux, mais que tu n'as pas l'argent pour pouvoir te payer une meilleure gamme. Mais tu penses que malheureusement, l'histoire qu'il y a derrière un produit, elle est quand même vachement forte, tu vois, pour faire en sorte que les gens payent plus cher pour certains produits. Ouais. C'est dur de contrer ça, finalement. Alors... Est-ce que tu essayes d'avoir les deux en même temps aussi, de raconter une histoire, mais à travers ça et d'être vraiment transparent par ça? Parce que peut-être que les deux ensemble, c'est très intéressant finalement. Je pense que l'histoire dans les écoles de commerce, on t'apprend que en fait, ton discours, donc ton histoire, vend ton objet avant même ton objet, mais c'est à peu près la même chose dans l'art. Tu vois un tableau bleu de Klein, tu te dis c'est un tableau bleu, quoi. C'est clair. Si tu sais pas, c'est pas signé Klein, voilà. Tu t'es renseigné sur qui est Klein et comment est-ce qu'il a dessiné. Tu te dis ok, en fait là ce que je suis en train de payer, c'est des années d'études, de recherche et un mec qui a pensé à ça et qui est unique. Donc ce tableau est unique. L'histoire pour moi est hyper importante. Et après, je pense que tous ceux qui font du coup de la brocante, du vintage, ils ont besoin de raconter ça. C'est et encore une fois, on défend des valeurs. Donc il y a ce truc-là aussi. J'avais parlé avec. Ils font, je sais plus quelle marque. Ils faisaient des petits pots Blédina. Je crois que c'est ça. Ça doit être Blédina. Ils récupéraient les pots. Des gens qui récupèrent des pots pour faire des luminions, il y en a plein. Par contre, quand tu expliques que ce que tu as fait a permis d'éviter tant de gaspillage, de le calculer, de faire tes trucs, en fait, tout ça, ça prend une valeur aux yeux de ton client. Après, le souci est de ne pas rentrer dans l'arnaque parce que tu peux expliquer un truc qui est faux. Et ça, malheureusement, il n'y a que la personne qui te le raconte quand tu es en face à face avec lui que tu arrives à savoir si c'est vrai ou pas. Ça c'est sûr. Mais c'est clair que l'histoire est hyper importante. Et il y a l'histoire de ton objet et il y a l'histoire de l'entreprise aussi. Ouais, carrément. Après, tu as déjà un bon départ avec la SPV. Enfin, tu vois, le nom est marquant. Et puis en plus, si tu arrives à avoir tout un truc derrière, moi je trouve ça c'est hyper intéressant. Moi, je pourrais avoir un super nom et avoir une idée et après faire la vente flash de plantes en disant je pourrais très bien aller me fournir chez quelqu'un où tout ça, je te dis mes plantes directement en Hollande avec juste mon nom, mais c'est ça, c'est que ce que moi j'ai essayé de faire, c'est de me dire ok, comment est-ce que je fais pour que tout ce que je fasse soit le voilà.
Et pour ça, c'est le truc qui a été super dur, c'est en fait, de dire je pars sur un truc, mais je sais pas exactement quoi. Et c'est mon public qui va m'y amener. C'est pour ça que j'utilise souvent le on, le nous. Et pour moi, toutes les parties prenantes de l'entreprise ont eu un moment ou un autre leur décision et sont encore en décision. Et alors des fois, c'est très douloureux. Le soir, je rentre après une journée de boutique, on m'a parlé de ça et de ça, pourquoi est-ce que tu fais pas ça? Mais en fait, tout ça, les idées de ce qui se concrétise aujourd'hui, elles sont là par rapport à ce qu'on m'a dit et aussi, encore une fois, à ce qu'on m'a payé. C'est hyper bien de faire des ateliers, franchement c'est génial et tout. Pourquoi est-ce que tu ferais pas des ateliers en ligne gratuits? Je dis ok, très bien, en fait j'en fais un, j'ai 2 personnes qui le suivent et donc j'ai passé tant de temps à faire en fait rien du tout. Ça a l'air d'être une bonne idée, mais ça fonctionne pas. Et en fait, au fur et à mesure des années, nous on avance en disant ok, très bien. On a, tu vois, typiquement, on a des fournisseurs qui nous ont dit ça nous intéresse plus de travailler avec la SPV parce qu'on ne gagne pas assez d'argent, on perd énormément de temps pour le faire, donc le taux de rentabilité est pas bon. Ok, très bien. Est-ce que tu veux qu'on continue parce qu'on répond pas à la demande que tu voudrais, ou est-ce que à l'inverse on arrête complètement? Et en fait, cette décision, elle dépend d'eux, et ben, peut-être que du coup, tu vois, on s'est posé plusieurs fois la question de, ben, peut-être que nos fournisseurs, c'est pas les pépiniéristes qui travaillent en local, parce que on représente rien du tout, ça leur demande beaucoup de temps. Et donc du coup, tant pis, nos clients ils sont pas contents parce que les plantes sont plus chères chez les pépiniéristes que chez les grossistes. Ben, du coup, on travaillera qu'avec les grossistes. Ouais. C'est la contrainte en fait qui te permet d'être créatif là-dedans, quoi. Finalement. Ouais. En fait, on écoute. Ouais, t'es obligé d'écouter. On écoute notre clientèle et on fait avec. Et c'est ça, le truc qui était super fort, c'est qu'on n'est pas venu nous avec une idée en disant c'est ça qu'on va faire. On est venu avec un tas d'idées et on a dit on va tout essayer et on va voir ce qui prend. Et ce qui me fait peur pour l'avenir, c'est de réussir à rester suffisamment à l'écoute pour faire évoluer. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent acheter une plante. Il y en a de plus en plus qui veulent apprendre à l'entretenir. Comment est-ce que je fais moi en tant que vendeur de plantes pour me tirer un salaire s'il y a moins de gens qui viennent acheter? Et ben, peut-être qu'en fait, s'ils veulent apprendre à entretenir, il faut que je trouve le moyen de leur donner les cartes pour entretenir. Et tu vois, et moi ça me va très bien, ça, je suis à fond dans mes valeurs. Ouais. Mais c'est un travail modèle, qui est là tout le temps, de savoir réfléchir à comment est-ce qu'on va évoluer. Est-ce que tu as des modèles d'entreprise est-ce que tu t'es inspiré de certaines entreprises pour arriver à ce que tu es maintenant? Comment tu fais pour faire de la veille, pour savoir ce qui marche, ce qui fonctionne, ce que tu as envie d'essayer, ce que tu n'as pas envie d'essayer? Est-ce que tu en as certaines Qu'est-ce qui t'inspire pour... En fait, ça, il y a des entreprises qui m'inspirent, c'est clair. Plus que des entreprises, il y a des discours que j'ai entendus de chefs d'entreprise qui sont hyper forts. Après, je pense que c'est une des forces qui peut aussi être une des faiblesses de la SPV, c'est que moi je suis pas du tout un chef d'entreprise, je maîtrise pas du tout ce genre de choses-là, et du coup j'ai un peu tendance à être têtu et à me dire je vais aller là-bas et puis on verra bien. En fait, j'apprends de mes erreurs. Donc j'y vais, je fais une erreur et je me dis ok, c'était une connerie. Mais je sais aussi que ça peut être à cause du contexte et pas à cause de l'idée. Et donc du coup, je vais toujours tout remettre en question, et je pense que c'est ça le truc qui fait que c'est assez fort, quoi. J'ai pas envie de citer une entreprise plus qu'une autre parce qu'en vrai, tu vois, je pense que tu parles avec Steve Jobs ou avec Elon Musk, ils ont fait des trucs qui sont hyper forts et hyper inspirants, mais qui sont dans un autre contexte que le mien. Et qui doivent se ressembler beaucoup. Et il y en a d'autres qui ont fait, j'en sais rien, des modèles associatifs qui vont, j'en sais pas, par exemple, faire de l'anti-gaspi végétal. Je pense qu'il y en a eu d'autres, mais ils n'avaient pas du tout la même façon de le faire que moi. Du coup, voilà, je pense que c'est plus... sur le modèle d'entreprise, le nôtre, il est qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va et on écoute. Ouais, j'imagine que c'est plutôt la façon de voir de beaucoup de chefs d'entreprise. En tout cas, si tu arrives
Yes. Parfait. Là, il est parti pour 4 heures. Et on arrive à... Ça, c'est les copains paysagistes, ça. Non, je sais pas ce que c'est comme bruit. Ça, c'est un souffleur, ça. Je te le dis Ah, direct. si c'est un souffleur, ça peut être long. Finalement, les bons chefs d'entreprise arrivent à se remettre en question. Enfin, j'imagine, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est que tu gardes, enfin, t'essayes quand même de garder ton ego de côté pour te dire, c'est pas parce que j'arrive avec une idée qu'il faut absolument l'appliquer et que ça va fonctionner. C'est vraiment en fonction de ce qu'on me renvoie de l'autre côté. Et je trouve que ça fait preuve d'une maturité, quoi, tu vois, de voir ça, et ça prouve d'une certaine manière tu es chef d'entreprise, mais par défaut, puisque tu veux lancer quelque chose. Et il n'y a pas besoin de faire des études comme on nous l'apprend en France, c'est qu'il faut faire des études de partout pour arriver à faire quelque chose. Il y a un truc, en fait, il y a des... Moi, j'ai appris ça, encore une fois, je ne connais pas du tout, je connais que le milieu agricole. Il y a des gens qui sont payés à trouver une idée et un process pour vendre une entreprise et rebooster, et qui passent leur vie à chercher, comme des ingénieurs, enfin c'est ça, c'est des ingénieurs, à chercher l'idée du siècle qui va faire que ton entreprise va fonctionner. Pour moi, ça marche pas. Il y a des gens qui ont ça naturellement, d'autres qui l'ont pas. Et de toute façon, c'est un coup de bol en fait, en vrai. Mais le tout est de savoir déceler le coup de bol et d'aller le présenter. Et en fait, je pense que effectivement, un bon chef d'entreprise, c'est celui qui a eu pas une bonne idée, mais une suite de plein de bonnes idées qui l'ont fait passer au fur et à mesure des années. J'ai lu, comment est-ce que ça s'appelle, le livre de Yuval sur la planète, là. Bon, j'ai perdu le nom. En fait, à la fin, il raconte le fait que une entreprise, en fait, c'est raconter une histoire. Et il le met en parallèle avec le fait que la religion est raconter une histoire. L'humain s'accroche à des histoires, et c'est ça qui finance. Enfin, c'est à ça qui s'accroche. Et en vrai, aujourd'hui, si Mercedes fonctionne bien, c'est parce qu'au début, il a lancé un petit truc familial, mais aujourd'hui, il n'est plus du tout sur son petit truc familial. Ce qu'on a acheté au début, c'était l'entreprise familiale, qu'on a voulu soutenir, et on s'est dit c'est vachement bien. Ensuite, il est devenu très bon en technique, et donc du coup, on a dit ok, on lui fait entièrement confiance, et c'était cette deuxième histoire qui racontait, mais qui part de rien. Et aujourd'hui, il est arrivé à un point qui est hyper gros. Et en fait, ça, c'est présent dans n'importe quelle entreprise. Et je pense que c'est pas dans les entreprises, c'est présent partout dans le milieu humain. Ouais. T'as un truc à dire, Wolfie ? Ouais, il a un truc à dire. Tiens. Quel est ton premier souvenir du monde végétal ? Wow, je pense que je suis né dans le végétal. Bah ouais, justement. Est-ce que t'as un souvenir qui te raccroche un peu à ça dans ton enfance, où tu t'es rendu compte un peu de ce que c'était ? Non, je pense que j'ai eu des prises de conscience en BTS. Je me rappelle d'avoir fait une sortie dans les Bauges, un massif de Savoie, et qu'on nous explique en fait que l'ensemble de ce massif-là est créé par l'homme. Et du coup, de me dire, en fait, moi qui adorais aller faire des randos dans tout ce qui est naturel, et en fait de me dire, en fait, tout ce qui est naturel est créé par l'homme. Et quel est l'impact de l'homme, en fait, à quel point est-ce qu'on a réussi, nous, à tout faire, quoi. Et je vois qu'aujourd'hui, on a encore pire que ça, c'est qu'on a encore assoiffé de tout contrôler, mais enfin tu vois, là au milieu des plantes qui sont là, il n'y en a pas une seule qui n'est pas créée par l'homme. Ouais. C'est un truc de dingue, et on veut toujours mieux. En fait, on est persuadé qu'on sait faire mieux que ce qu'il y a. On se dit, ça, c'est hyper fort, et ben tu sais quoi, on va le transformer, pas par OGM, hein, parce qu'on fait, en vrai, l'OGM, c'est rien de plus que d'accélérer la génétique. Mais en fait, la génétique existe, et on sait, nous, en tant qu'humains, travailler sur la génétique. Et en vrai, on se dit, voilà, cet espace-là sera mieux. Donc en fait, ça, c'est les Bauges seront plus productives si on rase toute la forêt.
Parce que attends, le massif de la Bauge, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte? Parce que moi je Au-dessus connais de pas du Chambéry. tout. C'est au sud de Chambéry? Au-dessus. Au-dessus de Donc Chambéry? c'est le massif qui fait le lac du Bourget, sauf qu'il y a un côté où c'est la dent du Chat, qui elle est le prolongement du Jura, et l'autre côté, du coup on est côté est, et là c'est les Vosges. Quand tu parles de massif, c'est toute la forêt, entre guillemets, qui est... C'est la montagne. C'est la montagne. Donc il y a une butte de montagne, et en fait cette butte a été complètement déforestée et pour la production de bois. Et après du coup, comme ça avait trop d'érosion, donc du coup c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a une roche qui est très apparente, et en fait ça a amené énormément d'érosion, et donc du coup on a replanté. Et on s'est rendu compte qu'on avait fait une bêtise, donc du coup on a essayé de replanter avec des essences naturelles, mais sauf que c'est que nous et qui avons maîtrisé tout ça, et en fait on est là partout. En fait, je me dis aujourd'hui il y a un truc qui est encore plus fort, il y a des gens qui sont capables de mettre de l'eau dans les déserts, tu vois. Et je me dis effectivement c'est bien, c'est une belle prouesse, c'est une belle avancée, mais est-ce qu'on a le droit d'aller saccager le désert qui est pas là par hasard, très certainement. Moi je ne sais pas à quoi il sert, mais il sert à quelque chose. La planète s'est pas constituée comme ça n'importe comment. Et de se dire, nous en tant qu'humains, on va aller créer des oasis de façon on va considérer que c'est naturel parce qu'il n'y a pas une pompe qui est là pour faire remonter l'eau. Mais en vrai, on est en train de transformer tout cet espace-là. Et en fait, c'était ma première prise de conscience de me dire, mais l'impact de l'homme sur la planète, à quel moment est-ce qu'on va s'arrêter de vouloir aller faire plus et mieux que ce qu'il y a déjà? Parce qu'en vrai, on ne sait pas si on fait mieux. En tout cas, moi, à mon échelle, je suis incapable de savoir si on fait mieux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des plantes qui sont beaucoup plus performantes en termes de résistance de maladies, qui sont naturelles, qui n'ont pas été bougées et qu'on va trouver que dans les forêts primaires, alors qu'il y en a d'autres qui sont créées par l'humain pour résister à ces maladies et qui finalement sont moins bien. Ouais. Et voilà, donc c'était, pour moi, l'image la plus percutante là, comme ça, qui me vient sur mon premier contact avec la nature. C'était pas mon premier contact, mais c'était plus la première prise de conscience de qu'est-ce qui est la nature en fait. Et maintenant, c'est vrai que très souvent, j'y pense quand je vais à un endroit. Ouais. Tu dis que c'est pas naturel. Qu'est-ce qui est naturel? Ouais. Qu'est-ce qui l'est vraiment en fait? D'où est-ce que ça part? Parce que moi, j'ai fait ce constat aussi. Enfin, en tout cas, j'ai lu ça un jour où il y a une seule forêt primaire en Europe qui est en Pologne. Et le reste, ça aurait déjà été déforesté, utilisé par l'homme, de partout, quoi. C'est quand même assez fou de se dire ça, de se dire que dans certaines forêts où on va, dans la plupart en fait, dans toutes, à part celle de Pologne, ça a déjà été déforesté. Et c'est pas que les forêts, c'est ça qui, c'est juste l'espace. Ouais. Tu vois, on est en train là, j'ai vu un article hier qui disait que on était en train de voir avec la Lune si on pouvait pas améliorer une performance de récupération de ressources. Ça veut dire qu'on est en train déjà de préparer notre arrivée sur la Lune. Et toi, presque dans un objectif de on va faire mieux que parce que la Lune aujourd'hui est défaillante, tu vois, vu qu'elle est pas productrice de quoi que ce soit. Elle n'est pas prête à nous accueillir. Voilà. Ouais. Mais en vrai, tu vois, c'est que pour moi, un désert n'est pas défaillant. La Lune non plus, Mars non plus, et tout ça, ça a été conçu, ça évolue. Mais j'ai du mal avec le fait que l'homme se place toujours en tant que supérieur sur ces espaces-là. Donc voilà, donc en fait, tu vois, souvent, en fait, je reprends le truc de on me demande si cette plante-là sera bien adaptée, et donc du coup, si elle n'est pas adaptée, il faut changer le sol. Et je suis là genre, non, en fait, c'est typiquement l'inverse. Regarde dans ton jardin, tu vas prendre conscience qu'il y a ces plantes-là, prends ces plantes-là, et tu verras que ça sera bien mieux. Bah ouais. C'est clair, de vouloir changer le sol alors qu'il y a déjà... Enfin, c'est complètement... On réapprend tout ça. C'est le principe même de la permaculture. Il est de dire, tu as des contraintes, et du coup, tu dois faire avec ces contraintes pour les transformer en un atout. Nous, c'est à peu près ce qu'on a fait là, à l'échelle d'une pépinière. C'est qu'on s'est dit, en tant que pépiniériste, normalement, tu fais de la place et tu mets tes plantes
dans la meilleure des conditions. Et bah nous, on va faire avec les contraintes qui est à côté, on va dire bah, ok très bien, on va pas pouvoir mettre le soleil de ce côté-là, donc du coup on va mettre les plantes d'ombre de ce côté et on va travailler un peu sur ces trucs-là. Ça c'est la débroussailleuse. Ça a débroussaillé ça. Mais du coup c'est ça, je trouve que la permaculture est très intéressante parce qu'elle a cette philosophie, mais sa création, la façon de la mettre en place, c'est l'humain qui maîtrise tout. Encore une fois. Et c'est un truc, je me dis, il y a un énorme paradoxe entre les deux, tu vois. Il y a la permaculture, et moi j'avais un autre modèle comme ça, mais ça, et si c'est ça sur les forêts, la forêt primaire. Du coup, Francis Allais, il milite pour réintroduire une forêt primaire, et rien que ça, c'est une phrase qui me dérange. Comment tu fais pour, toi, en tant qu'humain, faire une forêt primaire? Non, juste tu clôtures, tu dis, allez, c'est bon, on touche plus à rien. S'il n'y a pas de forêt qui se développe, il n'y a pas de forêt. S'il y en a une qui se développe, elle va se développer de telle façon. Et en vrai, on est toujours en train de se dire, mais ok, très bien. Moi, ce que j'ai étudié en tant qu'humain, c'est que d'abord, on avait une végétation pionnière. Ensuite, on a une végétation qui vient prendre le dessus, qui va faire de l'ombre et qui, du coup, va laisser place à une végétation qui sera beaucoup plus longue à se développer. Et si jamais il n'y avait pas la végétation pionnière et qu'il y avait la deuxième strate qui vient se développer, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est à nous de dire non, mais il faut absolument qu'il y ait la pionnière, du coup je vais venir planter les végétaux pionniers parce que là on n'est pas en train de respecter le cycle? Ça c'est intéressant, ça pose la question des végétaux exotiques et envahisseurs d'une certaine manière. Enfin, t'en penses quoi de ça finalement? Parce que si nous, on en a pas mal quand même à Lyon, en France, les élantes, ce genre de choses qui prennent vraiment beaucoup de place par rapport à ce qu'il y avait avant. Est-ce que du coup il faut le laisser, C'est une question qui est compliquée quand même. Elle non est hyper compliquée. Ouais, elle est compliquée. J'aimerais bien... Je lance un message, si quelqu'un nous entend et est un spécialiste de la question, moi, ça m'intéresse. On sera jamais d'accord tous là-dessus parce que en fait, je pense encore une fois que ça va dépendre que de l'humain qui est derrière. C'est hyper subjectif, quoi. En fait, on est arrivé à un stade de développement, nous, en tant qu'humains, qui est tellement fort que ça va être très compliqué de revenir en arrière là-dessus. On a importé des espèces invasives. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'elles sont là? Et est-ce qu'elles seraient venues sans nous? On sait que la planète est en mutation, que les écosystèmes évoluent. C'est un mouvement finalement. Voilà. Je sais pas. Pour moi, donc, en fait, il y a celui qui a la volonté d'accélérer les choses, celui qui a la volonté de les freiner. Et je pense que dans les deux cas, on n'est pas bon. Par contre, il y a celui qui va faire avec. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est moi, l'opinion que j'ai, c'est sur celui qui fait avec. On a des élantes aujourd'hui qui sont un problème parce qu'elles poussent partout, mais elles poussent tellement bien que du coup, c'est finalement des arbres qui sont hyper beaux, qui ont énormément d'avantages, et que peut-être on ferait mieux d'accepter. Après, est-ce que si c'est pour que ça prolifère et qu'il y en ait de partout, peut-être que ça serait un problème. Et encore, c'est un problème pour nous, hein. Peut-être pas pour j'en sais rien, pour les écureuils ou autres. Et c'est un peu... Là-dessus, j'ai vraiment pas d'avis. C'est pour ça qu'aussi, moi, c'est ce que j'aime bien avec les SPV, c'est qu'on a dit une plante est vivante. Ouais. Voilà, elle est arrivée toute seule ou elle est arrivée par l'homme. Dans tous les cas, elle est vivante. Elle a un passé. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de cette plante-là, ou qui ont envie d'avoir cette plante-là. Donc du coup, on va faire en sorte que cette plante réponde à leurs besoins. Mais on va pas se poser la question de est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne. Par contre, on va répondre à la question de elle, en tant que plante, de quoi elle a besoin. Donc si tu prends une plante d'ombre pour la mettre au soleil, à la SPV, notre rôle, ça va être de dire non, ne la prends pas, elle va brûler. C'est une cata. Ou inversement, si tu as une plante de soleil que tu vas mettre à l'ombre, attention, elle risque de pas trop se développer, elle va tenir, mais elle va pas trop se développer. Et du coup, on défend ce point de vue qui est purement végétal plutôt que le point de vue de l'humain qui dit ouais, mais moi je veux absolument cette plante.
Et même si elle est invasive, parce qu'il y en a, hein, et donc du coup il y a des gens qui mettent des variétés invasives, mais que l'humain a rendu moins invasif parce que plus stérile, et du coup ils peuvent les mettre. Après, moi j'ai plutôt tendance aussi, pareil, donc là c'est du conseil, hein, c'est que on vient, on me dit ouais j'aimerais bien mettre, j'en sais rien, telle lavande, et je vais leur dire ben prends plutôt celle-ci, parce que cette lavande-là est plus costaud, mieux adaptée, moins prolifère, elle a l'air de mieux correspondre à tes contraintes, ou j'en sais rien, tu veux faire une haie d'arbustes persistants, tu peux prendre la plante qui vient du Japon ou la plante qui vient de France. J'ai plutôt tendance à t'amener sur celle qui vient de France. Après, le client prend ce qu'il veut, hein. Ça, c'est un truc, là pour le coup dans l'aménagement du paysage, on l'a vu plein de fois. J'ai un mec qui veut mettre absolument le palmier qu'il trouve magnifique, on le déconseille, du coup il n'est pas content parce qu'on lui a déconseillé, il dit non, ouais, il veut pas faire ce que je lui ai dit, et pourtant c'est un conseil qui est plutôt raisonné. Et derrière, en fait, on revient 2 ans après et on se rend compte qu'il a mis quand même le palmier qu'on a refusé de lui vendre. Bah, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de faire avec nous et que derrière on lui dise bah tu vois en fait il est mort, c'est pas par hasard. Donc il y a un peu ce truc là, mais l'important c'est de conseiller et de dire voilà, je mets en garde, après c'est lui qui décide. Est-ce que tu ressens une forme d'attachement affectif avec les plantes? Une espèce de presque amicale, quoi, ou est-ce que Je sais pas, ça dépend de. J'ai pas le même attachement. En fait, comme on disait tout à l'heure, il y a des histoires. C'est pas la plante à laquelle je suis attaché, c'est à l'histoire. Donc, dans nos activités, on fait du gardiennage, la pension de plantes. Et en fait, toutes les plantes que j'ai en pension sont des plantes que je regarde pas du tout du même œil que les plantes que j'ai pour vendre. Quelqu'un qui m'apporte une plante et qui me dit je te donne la responsabilité de cette plante-là, et oui, clairement, elle, je leur parle, je fais attention, je fais hyper gaffe à elles, je les arrose une par une, tout ça, alors que les plantes que j'ai ici, c'est arrosé automatiquement, donc j'ai pas du tout le même affect. Les gens qui me déposent une plante et qui me racontent que cette plante-là, ils l'ont entretenue pendant 25 ans, si elle meurt au bout de 3 jours avec moi, je suis dégoûté, quoi. Alors que quand j'ai récupéré un lot d'hortensias, il y en avait 50 qui sont issus de Pays-Bas et qui n'ont pas été vendus dans la jardinerie la plus proche. En vrai, voilà, tant pis. Ouais. Ça me fait un peu moins de peine. Par contre, ce qui me ferait de la peine, c'est de me savoir que toute cette empreinte écologique Ça servi à rien, quoi. a servi à rien. Ouais. Et du coup, là où je suis content dans mon métier, c'est que du coup, je vais me dire, mais en vrai, même si cette plante-là part à la poubelle, je récupère la terre. Et j'ai pu m'en servir pour sensibiliser du monde. Donc ça va pas servir à rien. Quelle est l'histoire la plus, comment dire, la plus sensible, ou l'histoire la plus folle qu'on t'ait racontée par rapport à une plante? Est-ce que c'est des gens qui l'ont depuis 20 ans, qui étaient passés de grands-parents aux enfants? Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué, peut-être, d'histoire de plante? Ouais, il y en a une qui m'a beaucoup marqué puisque c'était un rapport avec une maîtresse qui a été la première personne à remarquer qu'il y avait une fille malade qui a du coup eu une leucémie et qui aujourd'hui a rattaché la plante à la fille. Et elle se dit que si la plante est vivante, la fille aussi. Et donc du coup, donc ça c'est des histoires qui sont hyper marquantes. Et après, il y en a plein. On raconte dès qu'il y a un dépôt, en fait, c'est une histoire qui est derrière. Et j'en ai tellement que, en fait, il y a un moment où j'ai commencé à les écrire. Ces petites histoires, je faisais des posts qui racontent en fait quelle est l'histoire de chacune des plantes. Puis en vrai, j'ai vite arrêté parce que il y en a trop. Ouais, bah, en vrai, c'est ça, c'est que tu récupères une cinquantaine de plantes, c'est 50 plantes par semaine, enfin 50 histoires par semaine, tu peux pas tout raconter, tu finis par t'y perdre. Mais là, du coup, je travaille sur un ouvrage où je fais donc je regroupe plusieurs histoires qui mettent
en gros, on rend vivant une plante pour montrer la façon dont l'humain utilise les plantes, pas comme quelque chose de vivant. Donc ça, c'est que là, typiquement, on parle beaucoup de la SPA ou autre, tu vois. Il y a des campagnes de communication qui sont énormes de la SPA sur le fait qu'on abandonne des animaux tous les étés, à chaque vacances. Nous, on fait du gardiennage pendant les vacances, justement pour éviter qu'il y ait des plantes qui soient abandonnées. Ça me paraît tellement sidérant qu'il n'y ait pas ces services qui soient proposés. Donc, des petites anecdotes comme ça, il y en a plein, quoi. C'est la plante qu'on m'a offert à mon mariage, c'est la plante qui était la plante de mon ex. Et donc du coup, je ne peux plus la voir dans le milieu du salon. J'aime beaucoup cette plante, mais c'est la plante de mon ex, quoi. Ouais. La plante que j'ai pas désirée, on me l'a offert sur un banquet, sur un truc. Et tu vois, je la vois vraiment comme ce poisson rouge que tu gagnes à la pêche au canard. Je comprends pas ce truc-là, en fait, comment c'est possible qu'on te donne la responsabilité d'un poisson rouge en ayant gagné à une pêche au canard, tu vois, tu ressors avec ton truc et tu dis mais ok, j'ai pas d'aquarium, j'ai pas de... Et donc du coup, qu'est-ce que tu vas faire de ton poisson, quoi? Bah franchement, les plantes, souvent, c'est un cadeau qu'on a remercié, tu vois, pour vous remercier d'être venu à cette soirée, on vous a offert une plante. Mais j'en voulais pas de cette plante. Ouais. Oui, parce que ça demande de l'intérêt et il faut mettre un peu de temps pour qu'elle survive, quoi. Sinon, et puis peut-être elle est pas belle. Les couleurs, plaît pas, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. J'ai pas le soleil adapté. J'ai pas le soleil adapté. J'ai envie de partir en vacances tranquille, donc du coup j'ai pas envie d'avoir la responsabilité d'une plante pendant mes congés, tu vois. Et en fait il y a plein de raisons et je trouve ça tellement donc voilà, au pire offre une tasse à café. Elle est pas belle, il la revendra sur Vinted pour le coup. En fait, tu trouves qu'on utilise les plantes comme des simples objets sans vie, quoi, quand on n'a pas vraiment. Je trouve que c'est pire que ça. Parce que, comme je disais, aujourd'hui, on a une loi qui fait en sorte de militer contre la surproduction et de responsabiliser les producteurs, qui n'est pas faite sur le végétal. Le végétal n'est pas du tout... En fait, tu vois, pour moi, ça coulerait de source que... il n'y a pas longtemps, on a interdit la vente d'animaux dans les jardineries qui n'avaient pas d'agrément, de certificat. Et même maintenant, je crois qu'on demande un certificat d'aptitude pour adopter un animal. Ça me paraîtrait tout à fait normal que, en tant que jardinier, on te dise cette plante-là, tu la prends que si tu t'engages à l'arroser, à la mettre au soleil si elle veut du soleil, à la mettre à l'ombre si elle veut de l'ombre. Et voilà. Et en fait, un magasin aujourd'hui n'a absolument aucune responsabilité dessus. Et comme c'est du végétal et qu'on est sorti de l'impact, on n'a vraiment pas calculé. En fait, ça a coulé tellement de sources qu'on s'est dit c'est fait. Et en vrai, c'est pas fait. Il y a des magasins où on n'arrose pas. Il y a des magasins où tu vends des plantes qui sont pas arrosées et qui sont pas avec de la lumière naturelle. Les grandes surfaces, tu parles de ça par exemple? Ouais. Ça sera rarement dans une jardinerie, sinon ils vendraient que des plantes mortes. Ouais. Mais il y a des magasins où ça existe et tu te dis en fait ça devrait être interdit. Comment ça se fait que la loi soit pas venue dire, parce qu'en vrai c'est la plus grosse arnaque du monde, hein. Quand tu sais qu'un végétal il lui faut à peu près 3 mois pour te montrer qu'il a souffert, ça veut dire qu'en vrai tu as 3 mois pour vendre la plante qui va mourir. Ok. Alors ça, j'étais pas au courant, par exemple. C'est-à-dire que s'il a vraiment souffert, dans 3 mois, enfin ça dépend des végétaux aussi, j'imagine. Dans 3 mois, il montre les signes de stress. Il a pas du tout le même temps que nous. La même temporalité, ouais. Quand tu déménages, tes plantes vont subir un stress et souvent tu vas pas le voir la semaine d'après. Non, tu le vois dans les prochains mois, ça c'est clair. Ouais. Moi, en fait, c'est pour ça que quand j'arrache mes plantes sur des chantiers, j'attends 1 an avant de les remettre en vente parce que c'est seulement au bout d'1 an que je sais si mon arrachage a fonctionné ou pas, si ma transplantation a fonctionné. C'est 15 jours plus tard, tu peux voir que ma plante est en fleurs et qu'elle est magnifique. Mais parce qu'elle a en fait, comparé à nous, elle a de la ressource, elle est capable de vivre sur sa réserve. Elle emmagasine, en fait, ça c'est comme une marmotte, elle emmagasine plein de réserves et du coup, après, elle est capable de vivre sur ces réserves-là. Mais le problème, c'est si elle n'arrive plus à s'alimenter.
Et du coup, comme elle a de la réserve, tu sais pas Hmm, si elle est en train de s'alimenter ou pas. d'accord. Donc très souvent, en fait, les gens qui m'appellent pour amener une plante, parce que c'est une plante qui est malade, le signe, il est arrivé, c'est déjà trop tard, quoi. On dit, mais vous voyez bien, votre plante, elle a plus de racines. Vous voulez qu'il se passe quoi? Je peux faire une bouture. C'est tout ce que je peux faire. Et c'est l'avantage d'un végétal comparé à nous, c'est que la transplantation, enfin comment est-ce qu'on dit quand on se coupe? Ouais, ça peut repartir d'autres choses, quoi. Ouais. C'est pas, il n'y a pas de cicatrisation. C'est pas comme si tu perdais ton membre. Tu peux Bah, elle est capable de se recréer. régénérer Ouais, depuis. En fait, c'est comme les geckos font ça. ouais, Depuis n'importe quelle partie, elle est capable de repartir parce qu'elle a suffisamment de réserve. Et ça, c'est très fort comparé à nous. Et en parlant justement du temps des plantes, qui n'est pas, vraiment pas le nôtre, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça t'apprend sur la patience ou sur la manière de voir la vie en général? Est-ce que ça, t'arrives à faire un lien entre ça? Carrément, aujourd'hui, dans une société où on veut tout maintenant, tout de suite. Donc, du coup, en fait, d'apprendre qu'il y a une saisonnalité, que tu achètes aujourd'hui une plante pour la voir jolie dans 2 ans, ça te rappelle que c'est pas pour aujourd'hui. Voilà. Il va falloir prendre le temps et ça, je pense que ça nous fait beaucoup de bien d'avoir ce truc-là, de se dire, ben, là pour le coup, on n'est pas sur du compulsif, quoi. Avec les animaux, on est beaucoup plus compulsif. On achète un chiot parce qu'il est trop mignon là maintenant. Et puis après, il devient grand et en fait, bon, il y a l'histoire, donc du coup, on y est attaché, mais c'est quand même vachement moins attachant. On n'achète pas un vieux chien, tu vois. C'est beaucoup plus rare d'avoir des gens qui prennent des vieux chiens. Alors que sur une plante, en vrai, si tu passes le message, si tu passes l'histoire, tu peux. Et justement, il prend de la valeur en fait. Le végétal, au fur et à mesure des années, il va prendre beaucoup de valeur. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ou alors, du coup, c'est toi qui vas donner cette valeur parce que tu as acheté la petite graine. Et du coup, tu sais que tu as acheté une histoire qui va se construire plutôt qu'un truc là maintenant. Donc ouais, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Nous, on vend des plantes qui sont pas bien, qui sont pas en bonne santé. Ça veut dire que du coup, on va expliquer aux gens. Va falloir attendre un petit peu, elle va subir un stress quand elle va arriver chez toi. Ensuite, dans 6 mois, tu pourras la rempoter. Et vraiment, c'est dans 2 ans. Et en fait, c'est une fois qu'on a commencé à lancer cette temporalité que du coup, les gens se disent, ok, je prends pas un truc pour là maintenant. Ouais, Donc ouais. ouais, c'est intéressant. Ouais. Parce qu'on s'en rend pas compte du tout, quoi. Quand on arrive en jardinerie pour acheter une plante, c'est tout de suite maintenant, quoi. C'est Ouais. comme un petit chiot. C'est comme un petit chiot qu'on veut acheter d'un coup et on le met dans son appartement. Et en fait, en vrai, c'est la plus grosse des bêtises parce que, en fait, une plante qui est en bonne santé, c'est une plante qui s'est adaptée à son climat. Ouais. Et donc, du coup, à partir du moment où tu l'as bougée, donc en fait, toi, c'est le principe des orchidées. Tu achètes une orchidée, elle est magnifique, elle est en fleurs, parce qu'elle se plaisait à cet endroit-là. Ouais. Tu la prends, tu la bouges, et tu dis, oh, je comprends pas, je me suis fait arnaquer, elle a perdu toutes ses fleurs, du coup, bim, poubelle. Non, mais ta plante, elle est encore bien en état, juste laisse-lui 1 an et demi, pour qu'elle puisse refaire des fleurs et repartir. Et au bout de ces 1 an et demi, mais je trouve que c'est bien en fait, d'avoir des gens comme moi qui vont dire, ben, Faut l'expliquer, attends, hein. Ouais. juste attends, prends le temps d'attendre. En plus, le pire, c'est que bah, du coup, tu peux les ramener, en fait, les plantes qui vont pas bien ou qui meurent au bout de certains. Enfin, il y a ce truc-là maintenant. Elles sont dans les grosses jardineries. Ah ouais? Ouais, tu les achètes, elles meurent, elles sont assurées plus ou moins, et puis tu les ramènes et Elles sont, donc elles sont pas assurées, mais en fait, tu peux les changer, on quoi. reprend les végétaux, mais sur une année jusqu'à l'été. D'accord. Donc si tu l'achètes à l'automne, et en fait c'est ça, c'est un truc qui est vachement bien fait, c'est que donc c'est ce qu'on appelle donc c'est une garantie, hein. En fait, si tu achètes une plante à l'automne, normalement toutes les chances, vu que tu le plantes comme il faut, tout est réuni pour que ta plante tienne à l'été. Et à partir de l'été, ta garantie n'est plus valable parce que les 3 quarts du temps, les gens n'arrosent pas en été sur la première année. Mais par contre, si tu l'achètes du coup au printemps, bah, c'est pareil, ta garantie est beaucoup plus faible
Et c'est bien parce que ça te pousse à acheter du coup Plutôt à la en bonne automne, saison. à la bonne saison, ouais. Mais non, par contre, moi j'ai des histoires où j'ai des gens, là typiquement il y a un palmier qui est posé là-bas. C'est une personne qui m'a acheté son palmier, la plante va bien, mais elle a pris trop de place. Il n'y a plus la place de la mettre sur le balcon, quoi, et donc du coup il me la ramène en disant je vais pas l'acheter, c'est débile. Et donc du coup il me la rapporte ici pour la changer avec une autre plante, donc c'est une sorte de location à long terme. Ah ouais, Je trouve que c'est intéressant. j'avoue, ouais, c'est pas bête. Mais en vrai, toutes les jardineries devraient pouvoir faire ça. Bah ouais, c'est clair. En tout cas, tous les producteurs. Les jardineries, c'est différent. En fait, encore une fois, il faut comprendre le modèle dans lequel on vit. Aujourd'hui, on a plus de métiers qui sont hybrides. Il y a le mec qui produit, il y a le mec celui qui a créé, ensuite il y a celui qui a entretenu, et après il y a celui qui a vendu. Il n'y a pas, et il n'y a pas le retour en arrière. C'est ça que nous on a créé, c'est qu'on a dit, mais en vrai, une fois que ça a fait ces 3 étapes, si ça n'a pas été vendu, ça devrait pouvoir retourner au producteur. Et donc du coup, c'est ce métier que la SPV a réussi à concevoir, mais il faut bien comprendre que c'est pas du tout la même chose de créer la plante, donc créer en mettant une graine et la faire pousser. Ensuite, d'acheter un jeune plant et de le faire pousser pour qu'il devienne joli, et après de le vendre. Celui qui vend n'a pas le temps d'entretenir. C'est pas son but. Son but, c'est comme n'importe quel revendeur de n'importe quel objet, c'est que ça aille vite, mais ça va être pareil sur l'élevage. Franchement, je pourrais pas regarder les élevages d'animaux. À mon avis, il y a des trucs qui doivent être aberrants. C'est comme des objets, quoi. Il faut que ça aille le plus vite possible et il faut qu'on puisse le mettre chez le revendeur le plus rapidement possible, quoi. J'espère pas, j'espère rester naïf et ne pas le savoir. Mais ouais, c'est clair. T'étais comment, toi, quand t'étais plus jeune? Quand t'étais enfant? Je pense que mon trait de caractère, c'est plutôt d'être passif et à écouter. Je suis beaucoup dans mon monde, mais entouré de plein de gens. Donc, ouais, ça, je suis un grand observateur de tout ce qui se passe autour de moi. Et voilà. Tu m'as dit que tu étais né dans une famille dans l'agriculture, enfin, non, alors pas du tout. Eux, ils sont pas ma famille n'est pas du tout de l'agriculture. C'est moi qui, c'est d'ailleurs assez compliqué pour eux de me voir partir dans un milieu agricole. Okay. En fait, c'est quand tu es fils d'agriculteur et que tu vas dans l'agriculture, tu as déjà un potentiel pour pouvoir t'en sortir. Quand tu n'es pas issu de ce milieu-là, c'est très compliqué. Et donc, du coup, ça leur a fait peur de voir que j'allais là-dedans. Tes parents, ils font quoi alors? Ma mère, elle est assistante sociale et mon père, il est commercial. Ok. Enfin, ils étaient parce que maintenant, ils sont retraités. Ils sont à la retraite. Et ils ont essayé de te faire aller dans d'autres voies, peut-être, te convaincre, ou ils se sont dit, bon, on va voir? Je crois que c'était un peu peine perdue. Là-dessus, moi, je suis quelqu'un de buté, donc du coup, je savais que c'était un truc qui me plaisait, ça me correspondait parfaitement. En fait, c'est ça, ce qui me plaît, c'est d'être dans un environnement qui soit avec des gens avec des différences et où on respire, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je suis trop content de ça parce que là, on est en pleine ville. J'ai créé cet endroit-là, j'ai des gens qui répondent, qui disent ce que tu fais c'est bien, j'ai un sens à ce que je fais. Donc voilà. Après, c'était pas évident de savoir où est-ce qu'on allait et comment. J'aurais pu finir à pousser des tondeuses toute ma vie. Et du coup ça, là pour le coup, c'est un truc que moi j'aurais pas fait puisque du coup, en fait, j'ai besoin de réfléchir à ce que je fais et quel est l'impact de ce que je fais. Et du coup, tu vois, si tu me mets une tondeuse, je vais dire, ok, très bien, tu me mets une tondeuse hélicoïdale, mais tu me mets pas une tondeuse à hélice parce que ça va pas pour le gazon et que du coup, je vais faire une connerie et voilà, donc je vais être, et c'est là où mon caractère têtu va revenir. Okay. Et du coup, je vais forcer la main, sauf qu'en vrai, personne n'est prêt à payer quelqu'un pour pousser avec une tondeuse hélicoïdale. En tout cas, pas assez pour que j'arrive à en vivre, quoi.
Sauf si tu as une pelouse à entretenir très très bien, que tu vas passer golf. tous les 2 jours. Mais Ouais. c'est ça, c'est que le golf est déjà trop grand. Et puis consommateur d'énergie de ouf, quoi. Donc je pense que ça va pas vraiment dans tes valeurs non plus, quoi. Non. Non. Non, moi j'aime bien tout ce qui est sobre et ça, rester simple. Ouais. Est-ce que tu t'imaginais quel métier t'imaginais faire du coup alors quand tu es parti dans ces études agricoles? Au début, quand je suis rentré à l'école, c'était pour travailler avec les animaux. Toi, tu voulais travailler avec les animaux. Je voulais être éleveur. Donc Ok. j'étais pas du tout sur le végétal, j'étais sur les animaux. Et ce qui m'a fait aller sur le végétal, c'est le premier temps, c'était vraiment l'aspect artistique, le fait de dessiner les espaces. En fait, il y a une libération de ton côté créatif qui est très fort. Et du coup, ça m'a plu. Et pour ça, il fallait que j'apprenne les végétaux et les minéraux. Et les minéraux m'ont moins passionné. En vrai, ça aurait pu. Je pense qu'avec maintenant un peu plus De recul, d'âge, ouais. c'est un truc qui aurait pu être passionnant. Mais les végétaux, c'est un truc, t'en apprends tout le temps, toute ta vie en fait. Et c'est le truc que je trouve vraiment cool, c'est que du coup, t'en as pour tout le temps. Ouais, ouais, c'est clair. Tout le temps un peu fasciné par les nouvelles plantes, pourquoi c'est ça, Ouais. enfin, comment ça arrive. Comment est-ce qu'elles font pour vivre? En vrai, les relations qu'elles ont entre elles, tout ça, l'humain, je pense que même le règne végétal, le règne animal est bien en dessous de celui du végétal. C'est juste que comme on a tendance, nous, à se mettre en supériorité, on pense que ce qu'on ne maîtrise pas, ce qu'on n'est pas capable de comprendre, n'a pas de sens. Ouais. Mais c'est un truc de dingue. On le sait et on le sait pas, c'est pas nouveau. Ils communiquent entre eux, ils sont capables de... À travers un autre règne, en plus. Ouais. À travers les champignons, ils Ouais, communiquent. c'est ça. Il y a les champignons, mais même, enfin, tu vois, tu sais, si dans la savane, ils avaient remarqué ça, là, que si un chevreuil mange une feuille, Ah oui, toute la population devient toxique. à cause des phéromones. Sur des kilomètres, etc. des trucs comme ça. Tu te dis, mais en fait, nous, on a un attentat dans un bus, on est incapable de le déceler, tu vois. Ouais, On est vraiment nuls. On a des téléphones, on a tout travaillé. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu dis, ben, plus tu avances, plus tu recherches dans le végétal, et plus tu découvres qu'en fait, on n'est rien du tout, et qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. à découvrir, ouais. C'est sûr. Alors au début, tu t'intéresses seulement à un nom. Ouais. Tu apprends le nom de chacune des plantes, tu te dis c'est son caractère, c'est ça, c'est là qu'elle pousse, là tu commences à devenir un peu plus technique, et après tu rentres vraiment sur les relations entre elles, entre végétaux, animaux et végétaux champignons, Ouais. qui sont encore un autre truc. Les champignons, c'est un truc incroyable. C'est clair. Où, en vrai, c'est des animaux qui ont décidé de prendre l'apparence d'un végétal. Ah, tu le vois comme ça? Ouais. Ok. Ok, étonnant. Donc, tu as fait tes études, tu as commencé à travailler en pépinière, en production, c'est ça? Si je me souviens bien. Ouais, donc d'abord en création d'espace de paysages, et après en dessin, Ouais. architecture. Et après, du coup, je suis revenu en arrière pour aller. Donc d'abord, j'ai dessiné mes espaces. J'ai dessiné une belle plage au Maroc et pas mal de lotissements. Puis après, du coup, je suis retourné sur les chantiers. Parce que attends, tu créais des espaces et tu les dessinais avant? Donc en fait, La plage au Maroc, c'est... ouais, ça, on les dessine. Ouais. Et donc ça, c'est des projets où j'ai dessiné moi. Tu as dessiné une plage du Maroc? Ouais. Ah, ok. Donc dans un but de dépolluer, en fait, c'est une lagune, donc du coup, elle était fermée. Là-bas, ils ont un système d'égout qui est juste magnifique. D'accord. Donc du coup, tout se déverse dans la plage, et l'idée est de pouvoir dire en fait comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se rebaigner dans cette plage-là. Donc du coup, donc là, c'est vraiment l'ingénierie, hein. On ouvre la lagune qu'avec les marées, les déchets soient filtrés, voilà, et que du coup, on retrouve une plage saine. Et après, du coup, comment est-ce qu'on fait tous les comment est-ce qu'on dit les usages sur les bords de plage.
Mais donc ça c'était un très gros projet sur lequel j'ai bossé, mais après ça peut être simplement la place du village. J'avais refait l'entrée d'une gare. Comment est-ce qu'on fait pour... donc c'est une gare d'un petit village qui devient une ville parce que le TER devient TGV. Donc ça a un impact énorme sur la façon dont l'urbanisme va se développer derrière. Et donc moi, mon travail en tant que paysagiste, c'est de dire on va garder, donc on va garder les arbres qui font le territoire. Deux, on va garder l'âme. On va pas faire le même projet qu'il y aurait à Bordeaux si on est dans la périphérie de Lyon. Et trois, comment est-ce que je fais pour parler de l'histoire de ce lieu? Donc du coup, typiquement, on va garder l'aspect rural alors qu'on va devenir une grosse ville. Et donc du coup, comment est-ce que je fais pour faire en sorte que ce petit village où il y avait, j'en sais rien, 250 habitants, puisse accueillir 2005 ? Et voilà, du coup, c'est un peu ces problématiques qui, moi, me plaisaient beaucoup, tu vois, en pensant, tu vois, ok, maintenant, il va y avoir des fauteuils roulants, il faut que je pense aux poussettes, il faut que je pense à tout ça. Et tout ça, tu peux y répondre de plein de façons différentes, mais il n'y a que ta patte à toi en tant que dessinateur qui va faire l'âme du projet. Et j'aimais bien cette créativité. Et après, je me suis dit, moi, je suis un peu en train de m'en lasser. J'aimerais bien aller voir au niveau technique comment ça se passe. Et donc, du coup, aller faire du suivi de chantier. Ah, ok, d'accord. Tu as commencé par du suivi de chantier et ensuite tu es retourné un peu sur le... J'ai commencé par le dessin, et après, j'ai fait le suivi de chantier. Ok. Et après le suivi de chantier, j'ai dit, en fait, ce qui m'intéresse plus, c'est les plantes. Ok. Et donc, du coup, je vais aller en pépinière. Ok. Et tu continues un peu des dessins? Est-ce que c'est quelque chose que tu continues de faire? Non, on va dire que je le fais parce que quelqu'un qui vient ici, il va me montrer son jardin, il va me montrer une photo. Je peux pas ne pas avoir un regard de ce que j'ai appris, quoi. Ouais. Donc ça me sert tous les jours. Je pense pas que la pépinière serait aménagée comme ça si j'avais pas eu un diplôme dans l'architecture. Toi, j'adore ça. Moi, en fait, aujourd'hui, ça me sert pour créer des pépinières. Voilà. C'est parce que ma pépinière est un endroit de vie. Et donc là, on voit cette pépinière, mais j'en ai déjà fait 4. C'est la 4e sur laquelle... et en fait, j'adore les dessiner. Tu vas me dire, ok, très bien. En fait, ici, l'avantage de cet emplacement, c'est que là, typiquement, c'était les peupliers. On a des peupliers qui vont nous servir à faire de l'ombre. Donc, du coup, on va se caler entre les peupliers et on va se servir de ces espaces-là avec tel usage. Et ensuite, on rajoute du joli. Tu vois, mes espaces de circulation ne sont pas apposés par hasard. C'est parce que j'y ai réfléchi, parce que j'ai le bagage qui me permet de le faire. Et je trouve ça hyper cool que, en fait... on soit sur des installations qui soient éphémères, parce que du coup je ne vais pas rester là à vitam aeternam. Ma question c'est comment est-ce que je fais dans ces contraintes-là, et demain, si tu me poses d'autres contraintes, c'est pas grave, je vais me poser dessus et je vais réfléchir à ça. Et en plus, si je peux utiliser le même mobilier, c'est encore plus fort, tu vois, c'est un truc de nomadisme. Alors, aujourd'hui, ça, c'est que dans l'entrepreneuriat, ça veut dire que à chaque fois que je déménage, je perds ma clientèle, je perds l'investissement. Mais moi, j'adore ça, quoi. Ah ouais. Ok. Donc, si je pouvais créer une pépinière tous les ans, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Regarde, 4e pépinière, on a 5 ans. Ouais, on n'a pas encore 5 ans. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Du coup, ça nous permet aussi de faire plein de tests. On avait fait une pépinière à Lyon 9 où on était sur de l'asphalte. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce que la pépinière était sur l'asphalte alors qu'il y a de l'herbe à côté. Et je dis, mais parce que l'herbe, elle est là. Donc surtout, on ne la touche pas. Ouais. On va quand même pas détruire le seul truc qui est vivant. Et par contre, l'asphalte, moi, va m'amener plein d'avantages parce qu'une pépinière, c'est un endroit où en fait, on veut qu'il n'y ait que nos plantes qui poussent. Donc si je me mets sur l'asphalte, j'ai que mes plantes qui poussent. Donc je réponds à tout. Et en termes d'arrosage, ça sera plus simple. Donc tant mieux. Et puis, tu vois, et ça part à l'inverse de la tendance des pratiques. Tu peux nous raconter comment tu as fait pour créer ta première pépinière? C'est un coup de bol. C'est un coup de bol. C'est un coup de bol. Après, je pense que les choses n'arrivent jamais complètement comme par hasard et comme ça tomber du ciel. Mais à l'époque, j'étais du coup encore employé en pépinière.
Et ce que je voulais, c'était qu'on faire un boulot à mi-temps sur le fait de proposer les mêmes services aux végétaux que aux êtres vivants, aux autres êtres vivants. Donc la première des choses que j'ai mis en place, c'était la pension. Avoir quelqu'un qui fait de la pension, c'est le premier moyen de te responsabiliser en disant j'ai un être vivant, il ne va pas mourir quand je pars en vacances, quand je dois aller à l'hôpital. Donc j'accepte de mettre ma plante chez quelqu'un. Donc ça, c'est une toute petite activité, mais qui fait énormément de sens. Et après, du coup, j'ai dit, pour compléter ce mi-temps, je vais, dans ce mi-temps, pour compléter mon activité, je vais proposer l'éducation à la plante. Et donc, du coup, proposer du soin. Si tu as une plante qui va pas bien, tu peux venir me l'apporter pour que je te dise pourquoi elle va pas bien, comment est-ce qu'on fait pour la requinquer. Sauf que tout ça, ça coûte cher et que les gens sont d'accord dans la philosophie mais sont pas prêts à payer pour soigner une plante. Parce que ça veut dire que tu vas dépenser plus cher que si tu en rachètes une. Ouais. On achète aujourd'hui des plantes, comme on disait au début, qui sont tellement pas chères que ça devient très compliqué. Il faut vraiment avoir un attachement à ta plante. Et donc voilà. Donc j'avais 2 petites activités. Et quand j'ai parlé avec mon responsable de pépinière, en fait, je voyais toutes les quantités de plantes qui partaient à la poubelle. Et je lui dis, mais comment est-ce que je fais? Est-ce que tu penses que toutes les plantes que tu jettes ne peuvent pas repartir? Et il me dit, non, clairement, il suffit de les planter quelque part et elles se développeront comme les autres. Et du coup, j'ai demandé l'autorisation à l'endroit où je faisais le gardiennage si je pouvais poser quelques plantes comme ça pour faire mes tests de remise en culture. Et ils m'ont dit, attends, mais nous, on est en train de chercher quelqu'un qui est capable d'animer un lieu avec de la végétation. Et toi, tu es en train de nous dire que tu voudrais faire des tests de végétaux dans un coin. Je dis, ouais, mais il n'y a pas de business plan, il n'y a rien. C'est un truc à se casser la gueule. Elle m'a dit, ouais, mais si tu n'as pas de charge, ouais. Qu'est-ce que tu risques? Et donc, du coup, j'ai dit, effectivement. Donc, c'est là où, en fait, nous, on a choisi l'entrepreneuriat. C'est que j'avais un billet qui me servait. Donc, c'était mes économies pour m'acheter mon appart. J'ai dit, soit là, j'ai toutes les occasions, enfin, j'ai toutes les cartes en main pour pouvoir faire ce projet. Soit je le teste, ça fonctionne pas, je me suis fait plaisir et j'ai perdu un peu d'argent. Et ça fonctionne, je retrouve mon argent. Ouais. Donc du coup, on a tous été très contents parce que ça a bien marché. Okay. Mais voilà, après, on a souvent peur. L'entrepreneuriat, c'est le mec qui se bande les yeux et qui se dit j'y crois. Et on verra en vrai. Pour moi, l'objectif n'est pas d'accumuler plein d'argent dans ta vie et que ça fructue sur un compte en banque qui peut-être va servir à payer une banque pendant la guerre. mais il sert à faire des projets qui ont du sens pour toi. Et encore une fois, si jamais ça marche pas, c'est pas grave. Faut accepter le fait que tu aies une idée qui plaise pas. Et on en a tous plein. Ouais. Par contre, je préfère avoir testé et me rendre compte que c'est une bêtise et que les gens me suivent pas. C'est parce que ça, c'est pas une bêtise, c'est que les gens ne partagent pas ce combat-là. Plutôt que de me dire putain, et si j'avais pu. Ouais. Alors qu'en vrai, moi je pouvais. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est pour ça que tu t'es lancé et que tu t'es pas trop posé de questions par rapport à ça. Ouais, c'est bien. On a juste calculé le risque qu'il y avait. Est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque-là? D'accord. Donc ça, c'était dans le 9e? Non, du coup, ça c'était dans le 7e. 7e, c'était à Lyon. Première pépinière était à Lyon 7. Et je dis 4 terrains, parce que du coup, à Lyon 7, on a eu 2 terrains. D'accord. L'un en face de l'autre. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es parti de Lyon? On est parti de Lyon parce que en fait ça c'était la fin de l'occupation temporaire, donc en fait l'endroit était un endroit dans lequel du coup on était en attente de travaux. Plutôt que de laisser la parcelle vide, on a fait appel à moi pour du coup donner une activité qui soit sociale. Puisque du coup on organisait des événements, et on le fait encore, hein. On organise des événements sur le lieu qui est en pleine mutation, donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir la nouvelle population
qui arrivent et celles qui étaient déjà en place, et de dire moi je suis là au milieu pendant tout ça, et mon objectif est qu'ils se rendent compte, qu'ils se rencontrent, mais je vais partir. Et donc du coup tu vois, il y avait énormément de frustration des gens qui venaient d'arriver dans le quartier et qui me disaient mais c'est quand même dommage, vous allez partir. Et je dis ouais, mais en vrai ce qui aurait été dommage c'est qu'il se passe rien. Bah ouais, c'est clair. Regarde que le côté positif, on est là, on fait un truc, et je trouve que c'est hyper cool d'avoir les gens qui se retrouvent là dans ce milieu-là. Et le deuxième était de dire, en fait, ok, comment est-ce que je fais pour que ce que je fais aide aussi la nature à ne pas être trop impactée par les travaux. Donc encore une fois, on parle du passé industriel de Lyon 7 avec le futur qui est plutôt bien verdoyant. Mais pendant les travaux, je déloge tous les animaux, quoi. Et bon, ok, très bien, en fait, moi je vais faire en sorte que la pépinière puisse être un endroit de refuge pour que les hérissons, les rouges-gorges et les mésanges viennent à cet endroit-là. Et je trouve ça assez rigolo, ça fait une sorte de sanctuaire dans lequel tout le monde est regroupé. On est tous très contents d'être ensemble, alors que normalement on cohabite très difficilement en tant qu'humains, animaux et végétaux au même endroit. Ouais. Donc voilà, et après on est parti parce que c'était l'heure de construire sur la parcelle. Ouais. Donc du coup le plus dur était de trouver un nouveau terrain. Okay. On était en plein centre-ville de Lyon, donc c'était très intéressant. C'est là où j'ai du coup trouvé une parcelle sur Lyon 9. Mais on n'est pas resté puisque on est tellement avant-gardiste que ça a fait peur. En fait, on n'a pas de cadre sur la façon de s'implanter. Et du coup, on nous a proposé que des terrains en périphérie. Et donc, on s'est dit, en partant de Lyon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour essaimer. Et du coup, au lieu de créer une pépinière en périphérie, on va en créer deux. Et on va voir si deux, en étant un peu plus loin du centre, sont capables de payer un salaire d'une personne sur une pépinière. On le constate cette année, c'est que non. Donc j'espère que ça va revenir. Mais c'est ça, c'est que aujourd'hui on a une parcelle qui est sur Villeurbanne et une parcelle qui est sur Oulin. C'est aussi un choix purement stratégique qui est que à Villeurbanne on est à l'est et ici on est à l'ouest. On est à chaque fois à genre 2 minutes à pied d'un arrêt de métro. Et donc on est très proche de Lyon, mais on n'a pas réussi à rester dans Lyon. Okay. Pourtant des espaces, en fait ça c'est que des espaces qui se construisent à Lyon, il y en a plein, c'est le principe d'une ville, et on ne demande pas 1 hectare. Nous on demande au minimum 300 mètres carrés, ce qui représente une parcelle d'un immeuble. Mais après ça, il faut qu'il reste par contre 3 ans. Faut rester 3 ans? Ouais. Okay. Parce que tu as 6 mois de travaux. Ouais. Après, il te faut au moins 1 an pour te faire vraiment connaître. Donc voilà, il y a un peu ces enjeux-là. Donc voilà. Là, ça fait combien de temps que tu es ici? Ici, ça fait 2 ans. Ça fait 1 an qu'on a ouvert à Villeurbanne, donc que là, on vient de fermer. Mais j'espère pouvoir rouvrir en mars. Ah, t'as fermé à Villeurbanne? Ouais. Et Lyon 9, on est resté 1 an, mais en fait, en vrai, on n'a jamais ouvert. Ok, ouais. On n'était pas ouvert au public, on n'a pas pu. D'accord. Et ça, c'est que dû au statut. En fait, ça, c'est que la place de l'agriculteur en ville, aujourd'hui, elle n'existe pas. J'aime beaucoup parce qu'on parle énormément d'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine n'est pas de l'agriculture urbaine, c'est de l'agriculture périurbaine. Là, moi, je considère qu'en étant à Oulin, je suis en périurbain. Et pourtant, je suis vraiment juste à côté de la ville. Quand on parle d'agriculture urbaine, on est dans les Monts d'Or. Pourquoi tu dis ça? Parce que les plus proches qui font de l'agriculture urbaine sont des producteurs des Monts d'Or. Okay. Après, par contre, il existe, donc ça, pour moi, il y a un énorme amalgame, c'est un agriculteur, sa mission principale, c'est de produire. Pour beaucoup, elle est de produire de l'alimentaire. C'est faux, parce que du coup, ça voudrait dire que les pépiniéristes, les horticulteurs et les paysagistes ne font pas partie des agriculteurs
et c'est pas le cas. Ils font partie ils cotisent à la MSA. Donc l'objectif est de produire et de produire suffisamment pour réussir à se tirer un salaire. Quand on parle d'agriculture urbaine aujourd'hui, pour beaucoup, c'est une association qui a un but de social. Et on va produire un peu d'alimentaire, mais Le vrai but, c'est le social. c'est le social. C'est de faire en sorte que les gens se croisent dans ce potager, et c'est ce qui fait qu'ils ont des subventions, c'est ce qui fait que... Mais c'est pas du tout un système agricole. Ouais. D'accord. Et donc du coup, c'est à ça que je me suis confronté en fait en disant mais vous avez parlé de soutien à l'agriculture urbaine, vous avez dit que vous étiez prêt à avoir des agriculteurs urbains, et en vrai, aujourd'hui je vous présente un projet d'agriculture urbaine et vous me dites non. Comment c'est possible? Et ils me disent mais parce qu'en fait tu corresponds pas à ça, et inversement l'agriculture fait la même chose. Hein. Un agriculteur peut mettre une serre jusqu'à, je crois c'est 40 000 mètres carrés si c'est pour sa production. En ville, c'est 20 mètres carrés. Voilà. Tu vas pas faire grand chose sur 20 mètres carrés. Hein. Et donc, du coup, tu dis ok, très bien, comment je produis mes tomates? Moi, je m'en fous, c'est pas ce que je fais de la plante d'extérieur, je fais de la plante d'intérieur sur une toute petite surface. Ça me contraint pas, mais ça veut dire que pour moi, l'agriculteur que nous, on imagine qui va nous faire nos tomates, il n'est pas capable de se tirer un salaire tant qu'on ne lui autorise pas de mettre une plus grosse infrastructure. Et tu penses qu'on peut faire de l'agriculture urbaine quand même? Est-ce que ce serait intéressant? Je pense que c'est faisable, mais qu'on n'est pas prêt. Là, alors après, ça dépend. En fait, c'est ça, c'est qu'on n'est pas prêt parce que ça demande une énorme concurrence au circuit de commerce classique. Encore une fois, tu vas en milieu rural. Il y a des gens qui vont chez le producteur pour acheter. Il y a des magasins de producteurs qui sont créés. Aujourd'hui, tu vas en ville, c'est quand même hyper compliqué de trouver une ruche. Les ruches et les endroits dans lesquels tu revends en tant que producteur, tu as des veilles, tout ça, mais en vrai, ça marche très peu. Il y a très peu de clients. Après, c'est une histoire de ratio. Comparé au nombre de personnes qui vont dans les supermarchés, quoi. Ouais. Et donc, on n'est pas encore prêt. Si tout le monde était prêt à aller acheter, il y en a eu plein des projets qui ont été testés et qui ont avorté parce qu'en fait ils ne trouvaient pas la vente. C'est pas en fait ils peuvent revendre, mais ils vont vendre à un prix qui est plus cher. Pourquoi? Parce que leur loyer, leur charge est beaucoup plus cher. Voilà. Quand tu passes de 4 centimes du mètre carré à 40 centimes du mètre carré, voire 4 euros. Ouais. C'est pas possible, on m'a déjà proposé des baux de location à 4 euros du mètre carré. Tu dis mais en fait je suis un agriculteur les gars, impossible. Et la surface normalement, donc quelqu'un qui fait du maraîchage, pour un salaire c'est 1 hectare. Alors si tu as si tu as plus de personnes qui sont prêtes à venir acheter, tu peux peut-être réussir à augmenter ton prix, et du coup plutôt que de faire sur 1 hectare, tu fais sur 500 mètres carrés. Mais il faut avoir des gens qui sont prêts à payer plus cher. Et aujourd'hui, en fait, quand tu vois que tu payes 4 fois plus cher à un supermarché et qu'à une grande surface, on a tout détruit avec ça. C'est intéressant. Tu peux avoir toute la bonne volonté, en fait. Il y a le pouvoir d'achat, donc c'est un peu réservé, mais c'est à peu près ce qui se passe aussi sur nous, le modèle qu'on avait ici, où en fait on a dit on aura une personne qui sera dédiée à tout ce qui est social. À mi-temps, cette personne-là, elle est improductive donc, financièrement. Donc du coup, c'est un risque qu'on prend nous pour répondre à nos valeurs. Ça veut dire que si je ne suis pas aidé financièrement pour pouvoir continuer à faire cette activité-là, en fait, il faut que ce soit mon client qui paye. Mon client ne peut pas se permettre de payer ça en plus. Ou en tout cas, pas tous, et ça sera très certainement pas suffisant. Et c'est là où en fait les collectivités ont un énorme pouvoir. Et ça veut dire qu'aujourd'hui l'impact écologique, l'impact social et écologique qui est derrière une entreprise, si on veut l'améliorer, il ne peut pas être fait par les petits. Et donc à partir du moment où c'est des gros, en vrai ils n'ont plus rien à prouver, ils ont juste à se racheter.
je trouve que c'est un peu le truc qui est triste, c'est que en fait, on est en train de nous dire qu'il faut déconstruire, mais en fait, les seuls à qui on met des bâtons dans les roues, c'est ceux qui sont en train de déconstruire. Et construire aussi, quoi. Ouais. D'autres choses. On aide les très gros à changer, Ouais. mais on n'aide pas les petits à aller dans l'innovation. Et je trouve que c'est super dur, en fait. Ça veut dire que toi, tu dois te battre 3 fois plus, quoi. T'as pas de moyens. Non. Et t'as pas de soutien. Mais par contre, ce que tu le fais avec du sens, et du coup, c'est ça qui est très fort. Enfin, moi, je trouve que la SPV a eu cette chance-là, c'est d'avoir regroupé une communauté de gens qui ont dit, nous, on n'a tous pas beaucoup de moyens, mais peut-être que tous ensemble, on va réussir à faire en sorte que ça tienne. Et ça tient. Ouais. Voilà. Est-ce que tu t'es pas senti aidé par la ville, les aides publiques ou les choses comme ça? Non. Après, je suis pas non plus du genre à aller chercher parce que des fois, en fait, je pourrais gagner des prix, de l'innovation, des trucs, des machins. Ça va me demander des fois plus de temps que de faire ce que je veux faire. Ouais. Donc j'ai peut-être une erreur, mais j'ai pas tendance à aller trop là-dessus. Après, non, je me sens pas je suis clairement pas soutenu. On a énormément de contraintes qui nous ont été posées. Et en fait, ça, c'est que j'espérais avoir. On espère avoir un soutien. C'est plus ça. Et je parle pas de soutien forcément financier. Je parle plus en vrai, on a des choses qui peuvent vous intéresser. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas en collaboration? Et en fait, la réponse est fais-le tout seul. Si ça nous intéresse, on viendra reprendre ton projet. Et c'est le truc qui me dérange un peu. Et en plus, ils vont le remettre à leur sauce. Il y a souvent ce truc-là. Avec l'associatif, ils sont très forts pour ça. C'est que d'abord, tu fais tes preuves, donc tu montes ton asso, tu regroupes, tu fédères, tu as plein de monde. Là, on se rend compte que tu es hyper important. Et du coup, on vient te mettre en valeur en disant, vous avez vu... Grâce à nous. Vous avez vu, ils ont fait ça chez nous. Ouais. Et donc, du coup, on vient les soutenir. Et comme ça, l'année d'après, tu dis grâce à nous. Mais c'est grâce à personne, hein. Enfin, c'est grâce surtout à celui qui a monté le projet, quoi. Et à tous ses clients, à tous ceux qui ont suivi le truc. Et après, on vient lui dire, par contre, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et on voudrait que tu changes ta façon de faire de telle ou telle façon. Et toi, tu dis, bah non, parce que moi, en tant que spécialiste, je pense que c'est une bêtise. Et donc, du coup, je refuse. Et on vient de dire, ok, très bien, on t'enlève toutes tes subventions. Et c'est ce que je trouve très fort, du coup, que je trouve beaucoup plus intéressant dans le milieu de l'entreprise, c'est que du coup, tu dépends de toi, tes valeurs, tu les affirmes, tu dis c'est celle-ci. Ouais. Voilà. Si tu es d'accord, tu viens. Si tu n'es pas d'accord, tu viens pas. Mais c'est tout. Ouais. Et donc c'est là où, en fait, encore une fois, je reviens à la transparence. Et par contre, il faut être transparent là-dessus. Il faut le montrer. Mais après, c'est ça. Donc tu dis, moi je suis d'accord avec ça. Après, là où je pense qu'il y a un truc, c'est que tout ce qu'on fait est politique. Hein. Et en tout cas, est politisable. Et le but de ton projet n'est pas de faire de la politique, il est plutôt de partir sur une action. Moi, mon action, c'est mon entreprise, si c'était une entreprise à mission, c'est réduire le gaspillage et le conserver en tant que vivant. Ça s'arrête là. Après, tu peux y voir de la défense d'un parti extrémiste ou pas. En vrai, on s'en fout. Ce que j'ai fait, c'est ça. Ça plaît aux gens de gauche, aux gens de droite, aux gens du milieu, aux gens... c'est tout. Je vais pas aller défendre une autre idée. Ouais. C'est cette idée-là. Après, forcément, il y a des choses de ma personne qui se ressentent. Ce qu'on m'a appris dans les programmes d'incubation, c'est que ton projet te ressemble. Et donc, du coup, l'important est de rencontrer la personne qui porte le projet, plus que de savoir quel est son projet. D'accord. Ouais. Parce que je fais un projet, je pourrais être, j'en sais rien, être... Ouais, je vais pas avoir... Mais il y a 40 000 façons de faire en sorte de conserver le végétal en tant que vivant. Ouais.
Il n'y a pas qu'une seule solution, quoi. C'est en fonction de la personne qui emmène le projet. Et après, du coup, tu sais que tu vas devoir évoluer. Ouais. Et donc, du coup, à partir du moment où tu sais que tu vas évoluer, c'est ton caractère à toi, Qui fait ou en que tout cas ça pour ton évolue projet, ou pas, quoi. qui va se faire ressortir. Donc, si c'est un truc sur lequel tu crois pas la façon dont tu le fais, ça marchera pas. parce que tu te forces un peu, Ouais. en vrai, à la fin, ça finira par te rattraper. Ouais. Qu'est-ce que tu penses comment il faudrait faire pour reconnecter un peu les... Alors non, j'avais une autre question plutôt, c'était qu'est-ce que tu penses que les gens comprennent pas par rapport à ta démarche? Est-ce qu'ils ont des idées préconçues quand ils arrivent et finalement ils se rendent compte que c'est pas tout à fait la même chose? Et du coup, est-ce qu'ils sont un peu plus contents, moins contents? Ou en tout cas, est-ce qu'ils ont une idée préconçue quand ils arrivent, un peu? Ouais, je pense que, comme tu disais, on a un nom qui parle, et je pense qu'il parle des fois trop. Ouais. Parce que, en fait, il interroge. Et du coup, en fait, on se fait son interprétation soi-même de ce qu'on fait. Et voilà, mais après, je pense que c'est pas mal non plus. J'ai pas un exemple comme ça là qui me vient, mais enfin, je vais en trouver. Peut-être que moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'on en avait discuté un petit peu, c'est le fait que les gens pensaient plutôt que tu serais en association, à caractère vraiment non lucratif, et que tu étais là vraiment pour aider tout le monde, alors que tu es aussi là quand même pour te verser un salaire, pouvoir verser un salaire sur d'autres personnes, être intégré économiquement dans la vie de la société, et que pour toi c'est important, quoi. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de monde qui vient en pensant que je récupère des plantes gratuitement auprès de particuliers qui viennent me les apporter, et que je suis, du coup, que mon salaire est dû à une subvention. Et du coup, souvent ma réponse elle est là, c'est que non, c'est pas du tout le gros de ce que je fais. Je le fais aussi, mais j'ai des gens qui m'apportent des plantes, des particuliers. Mais le gros de mon travail, il est d'acheter des plantes pour éviter qu'elles partent à la poubelle, pour soutenir des producteurs et des revendeurs. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus gros. Le fait que je prenne des plantes de particuliers, c'est parce que je suis très attaché à l'histoire et que je suis pas à une plante près. Et donc du coup, je vais donner du sens. Mais voilà, après le fait de rechercher les subventions ou autre, tu vois, c'est typiquement ce qu'on évoquait, ça m'intéresse pas que quelqu'un me paye, donc que l'État me paye 20 000 balles pour me faire la moitié d'un salaire, ouais. Et que derrière, ma plante, si elle est vendue ou pas vendue, le résultat est le même. Ouais, ouais. Moi, j'avais besoin de sentir qu'il y a une demande, que j'ai un public qui est prêt à acheter des plantes. Si mon public n'est pas prêt à acheter des plantes avec le conseil qui va avec le principe d'économie circulaire, j'abandonne en fait. C'est que l'idée n'est pas bonne, c'est qu'elle séduit. En fait, ça, séduit pas, quoi. Moi, elle me plaît, mais elle plaît pas assez de monde pour me tirer un salaire, et voilà. Ouais, c'est ça. Après, il y a des activités qui sont... donc là, tu vois, aujourd'hui, on est arrivé à un point où, après 5 ans, je considère que j'ai suffisamment de bagages pour faire du retour d'expérience et accompagner des porteurs de projets. Donc, potentiellement créer une filière de la plante de seconde vie. Et en créant cette filière, je vais avoir affaire à des gens qui n'ont pas d'argent. Donc du coup, comment est-ce que je fais pour pouvoir les accompagner s'ils n'ont pas d'argent ? Ça, c'est payé par l'État. C'est un truc, si tu veux développer une ressourcerie végétale, j'en sais rien, partout en France, à Bordeaux, ouais. En fait, c'est Bordeaux qui vient me voir et qui me dit on voudrait qu'il y ait une ressourcerie végétale. De combien est-ce que tu as besoin ? Et je vais leur dire on a besoin d'un terrain, on a besoin de tel investissement pour pouvoir faire le projet, et on a besoin d'un porteur de projet. Souvent c'est l'inverse, c'est le porteur de projet qui vient me voir, et donc du coup je vais leur dire ok, très bien, je vais te faire utiliser ma notoriété pour ça, mais si tu n'as pas l'argent pour pouvoir me payer, il faut que j'aille le chercher chez quelqu'un d'autre. Si je veux faire un travail de veille par exemple, donc c'est ce que font tous les rechercheurs, c'est hyper intéressant. Donc, dans le paysage, on a Valor qui s'occupe de ça, qui fait de la veille sur la consommation de végétal.
Ils vont te dire, voilà, on est en train de tester les nouveaux pots qui sont recyclables, il y a eu tant de chrysanthèmes qui ont été vendus cette année, qui viennent de tel pays. C'est hyper important, tu vois. Bah, ça, c'est payé par les adhérents et par l'État, parce qu'on a besoin d'avoir ces retours-là. Mais ça peut pas être financé par des clients. Et là, on fait de l'achat-revente. Si personne n'est prêt à acheter mes sacs à main, bah, je ferme boutique. Si personne n'est prêt à avoir une plante de seconde vie, ça veut dire que c'est trop tôt. Et peut-être que c'est la façon dont je le fais qui ne fonctionne pas, mais voilà. Donc je voulais pas avoir une enveloppe à aller chercher, donc passer du temps à aller chercher une enveloppe pour derrière avoir des plantes où en fait j'ai plus de mission de réemploi et de débouchés. Okay. Donc voilà, après oui, les gens pensent beaucoup, enfin tu vois, mais d'un côté c'est sympa et c'est mignon parce que c'est les valeurs qu'on défend aussi, hein, on le fait. Tu vois, c'est pas un truc qu'on fait pas. Ouais. Mais on le ferait pas, je dirais ok, vous avez rien compris. Là c'est pas le cas quand il y a un reportage sur la SPV, souvent ce qui va se passer, c'est on a des gens qui vont me dire ah, moi aussi je récupère les chrysanthèmes qui sont dans le cimetière en ce moment. Et non, c'est pas du tout ce qu'on fait. Clairement, c'est bien, continue, fais-le, mais c'est clairement pas mon travail. Mon travail n'est pas d'aller chercher les 3 chrysanthèmes et de les planter dans mon jardin et de les faire repartir l'année prochaine. Il est de réduire significativement le gaspillage en apportant une solution à la personne qui est contrainte de gaspiller. Ouais, ok. Et tu vois, j'en ai parlé typiquement, j'en parle avec eux et ça fait partie de ce qu'on a construit. Quand je te disais qu'on travaille avec l'ensemble des parties prenantes, eux ils m'ont dit on n'aime pas quand tu parles de gaspillage parce qu'on pense que c'est volontaire. Donc du coup il faut trouver un autre terme pour réussir à dire qu'en vrai on subit ce truc-là. Et encore une fois, tu vois, là j'ai une personne qui m'avait contacté la dernière fois qui me dit oui mais ce qui est dommage, donc en fait il me demandait que je lui fournisse des plantes gratuitement. Je lui ai dit je ne vais pas vous fournir des plantes gratuitement parce que je les achète. Et en plus de ça, je vais avoir du travail à faire dessus pour pouvoir les fournir. Donc ça serait un double échec de ma part. Il me dit ouais mais ça veut dire que tout ça, ça va être jeté. Tout ce que j'aurais pu le prendre, tu vas pas le prendre parce que ça va être jeté. Je lui dis oui mais la seule personne pour qui on doit avoir la responsabilité que c'est jeté, c'est toi. Parce que moi, je fais ce que je peux pour m'uniter, pour réduire, pour avoir un impact qui est moins mauvais. Mais toi, ce que tu fais, c'est venir gratter quelque chose de gratuit. Si aujourd'hui on jette, c'est parce que tu n'es pas prêt à payer. Ouais. C'est pas du tout l'inverse. Et du coup, il y a un peu ce truc-là où en fait, les gens, parce que tu fais un travail qui a du sens, on pense que c'est gratos. Ouais. Et c'est super dur parce qu'en tant que porteur de projet, en fait, tu fais en sorte que tu travailles avec du sens. En fait, c'est dur, c'est très dur aujourd'hui de réussir à contrer. Et c'est autant d'heures où je suis pas payé, c'est autant de temps de sensibilisation, de rendez-vous, de temps à expliquer. On explique énormément et pour faire prendre conscience des choses. Et en fait, c'est ce qu'on appelle du non productif en fait. Il y a plein de gens qui vont se concentrer dans une entreprise à faire que du productif et dire d'abord tu essaies de te tirer un salaire et après si tu as durable, tu fais en plus. Et nous en fait on nous voit vraiment dans l'autre sens et dès que tu vois on met une étiquette avec un prix, on nous regarde en disant mais c'est quoi ce prix là? Et tu dis parce que faut que je gagne ma vie quoi. Et je préfère gagner ma vie sur la personne qui est sensible à ma démarche que sur une autorité ou une communauté ou un truc étatique qui me dit en fait nous ce qu'on veut c'est juste racheter. Typiquement je pourrais avoir des mécènes type Fondation Carrefour ou Total ou j'en sais rien, ils le font. Ils financent Apple. Apple finance les petites structures d'autoréparation. De téléphone. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se racheter là-dessus. Moi, je veux surtout pas dépendre d'eux, en fait. Donc, si tu as envie
de répondre à ma démarche, faire en sorte que ma démarche fonctionne. Ok. Le pouvoir de l'argent est hyper fort. Bah ouais, c'est clair. Hein. Et nous, on a, en fait, tu vois, encore une fois, on a un truc qui est, on ne demande pas, en fait, on est capable de s'adapter à un petit budget. Je pense que c'est une des forces de la SPV, c'est de dire, mais en fait, ce qu'on fait, on devrait te le vendre plus cher parce qu'il y a plus de valeur. Ouais. Mais finalement, en fait, on va te le vendre moins cher pour que ça reste accessible. Ouais, je vois le dire. Et c'est là où je dis, mais en fait, c'est hyper dur pour nous. Parce que vous faites déjà beaucoup de concessions, quoi. Ouais. Ouais. Donc en fait, on se donne plus de contraintes Ouais. pour pouvoir faire mieux, alors qu'en vrai, on pourrait peut-être en avoir 2 fois moins et être plus rentable. D'accord. Tu le vois où, la SPV, dans 5 ou 10 ans? Pour le futur, où est-ce que tu vois ça? Je pense que la SPV, je la vois à Lyon comme ça, elle va pas trop évoluer. Peut-être donc sur un autre emplacement. Par contre, elle aura créé d'autres structures. On le voit hein, depuis 5 ans, j'ai énormément d'appels pour des gens qui voudraient faire la même chose, qui veulent se lancer. Il y en a qui y arrivent. Il y a des très gros qui se lancent et des tout petits. Et en fait, je me dis c'est cool parce que ça aura fait prendre une conscience. Moi, je pense que l'équilibre, il est là-dessus, il me convient assez bien. Après, ça peut être, en fait, en vrai, une entreprise, ça peut tellement virer d'un coup. Ouais. Tu peux avoir tout d'un coup 5 entreprises qui se montent et qui sont à ton nom. Je sais que moi, j'arriverai pas à le gérer, mais ça veut pas dire que je trouverai pas quelqu'un qui serait capable de le gérer en mon nom et de le faire. Donc, c'est difficile de se projeter. J'adorerais me dire que en fait il y a des en fait ça pour moi c'est pas des SPV qui doivent se créer mais c'est des lieux dans lesquels on fait de la vente et du conseil un peu partout en France et de pouvoir me dire en fait je les ai toutes un peu aidés d'une manière ou d'une autre, c'est un truc qui me plaît bien, tu vois, comme je disais tout à l'heure, dessiner les espaces. Moi j'ai ce truc là qui m'intéresse beaucoup, que chacun m'appelle en me disant en fait on sait pas trouver où trouver le lieu, Ouais. on sait pas comment le déclarer et on sait pas comment l'aménager. Est-ce que tu peux nous aider là-dessus? Ça je le fais, mais toi avec et du coup il y aura une conversation, il y aura des trucs qui vont couler et ça je trouve que ça serait hyper cool. Ouais, le partage du savoir, quoi, de ce que tu as créé. Et, ouais. Ça c'est intéressant. Les retours d'expérience et mon bagage de cours, de travail qui fait ma spécificité. Je suis pas juste quelqu'un qui connaît les plantes. Je suis quelqu'un qui aménage des lieux. Okay. Quand tu milites pour le vivant, on se heurte un peu à l'inertie du monde, quoi. Comment tu fais pour pas te décourager face à tout ça? T'as une façon de te dire, voilà, là il faut vraiment que je continue, etc. C'est important. Je crois que je suis comme un enfant et que je reste naïf et que je me dis... alors, au début, j'étais très positif. Je crois que c'est possible d'évoluer dans le bon sens. Maintenant, je me rends compte plus objectivement des contraintes que c'est, du calvaire. Et c'est pour ça que je veux faire partager mes retours d'expérience parce que ce que je trouverais dommage, c'est que tout ce que j'ai dû accomplir pour faire reconnaître la place de l'agriculture en ville, pour faire reconnaître le végétal en tant que vivant et de lui donner un modèle économique viable et tout ça, de le déclarer. Tu vois, la MSA voulait pas de nous. Elle considérait que on n'était pas des producteurs, on était des acheteurs-revendeurs. Et je dis mais reprends tes textes et en fait tu vois et tout ça, ça me prend énormément de temps et me dire en fait ça me sert juste à moi dans mon petit projet, ça serait vraiment triste. Donc du coup c'est je suis devenu un peu moins optimiste que ce que je l'étais
parce que je me rends compte qu'en vrai, on n'est pas encore prêt, qu'il y a énormément de contraintes et que c'est un énorme calvaire. Mais en même temps, si on le fait pas, il faut tester quoi. Et tant mieux s'il y a des gens qui trouvent une solution qui est meilleure que la mienne. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, c'est que faut y aller. Si on a peur de tout, en fait, il y a énormément de gens qui ont peur, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à faire des calculs. Ouais. Et en vrai, moi, j'ai appris des trucs que... ça, on m'a appris des choses qu'aujourd'hui je fais et qui fonctionnent, alors qu'on m'a appris que ça marcherait pas. Et j'aime beaucoup ça, tu vois, mais en vrai, je crois que il y a beaucoup de choses qui sont bien, qui sont issues d'erreurs. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai beaucoup de mal avec les gens qui calculent tout. Ouais, grave, qui anticipent tout et qu'il faut que tout soit parfait. Parce que tu peux pas. Tu peux pas Et que peut-être ton erreur va t'amener en fait ta réussite. Je suis bien d'accord. Et voilà. Donc du coup, ouais. Je sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer. Ouais, il faut essayer ça. Faut pas baisser les bras avant, quoi. Ok. J'ai 3 dernières questions. Est-ce que, alors, on va parler du paysage au sens figuré et propre, enfin au sens géographique et au sens figuré, quoi. Est-ce qu'il y a un paysage que tu aimerais redécouvrir? J'ai envie de dire qu'en vrai, donc, le paysage, c'est un terme qu'on pose sur un endroit qui n'est pas défini et qui change en fonction de tes sens. Donc peu importe la météo, peu importe ton regard, peu importe ton âge, peu importe ton vécu, ton histoire, et la météo, le vécu, l'histoire de cet encadrement-là n'est pas le même. Et donc en fait, tu redécouvres sans cesse. Moi, ma pépinière, chaque jour, je découvre des nouveaux trucs. Et donc du coup, alors que je suis là tous les jours. Donc redécouvrir un paysage, en fait, c'est un peu le truc de se dire, bah, en vrai, je retourne au même endroit. Mais un paysage, ça peut être intérieur comme extérieur. Hein. C'est ça. Je retourne chez moi, dans mon appartement. Je redécouvre parce que j'ai pas la même lumière, parce que c'est pas, j'ai plus faim aujourd'hui et du coup je suis un peu plus énervé. Et hier, il était beaucoup plus agréable mon canapé, tu vois. Et comme ça, tu vois, en fait, quand tu poses la question, tu as envie de dire, ben, le paysage que j'ai envie de redécouvrir, c'est celui que j'ai pas vu depuis 25 ans, mais en vrai, celui d'hier aussi, quoi. Et je pense que moi, je suis très content de redécouvrir aujourd'hui, comparé à hier, le lieu sur lequel on est. Parce que j'en suis fier et que je le vois évoluer et qui change, qui vit. Et c'est ça qui me plaît. C'est une bonne réponse. Et quel est le paysage que tu aimerais découvrir, que tu connais pas? Et celui que je voudrais découvrir, j'ai toujours rêvé d'aller voir les plaines en Mongolie. Ces grands trucs tout verts, ça doit être géant. Avec des chevaux qui courent. Ouais. Donc voilà, c'est de se rendre compte de l'immensité du monde et de nous, notre échelle au milieu de tout ça. Après, en vrai, ils doivent tous être incroyables. Que ça soit, tu vois, j'aime beaucoup les photos qu'on voit des mers de sable. C'est un reflet parfait du ciel et tout ça. Après, ça fait partie de tous ces fantasmes et c'est ça qui pourrait être frustrant, toi, de me dire, bah, en fait, j'ai fait une concession, j'ai pris l'avion pour aller jusque là-bas, puis en fait, il pleut. Ouais. C'était pas si beau que ça. Sur la vidéo, c'était beaucoup plus joli. Et, donc voilà. Après, je fais partie de ceux qui vont dire que, en vrai, déjà en bas de chez toi, c'est un beau paysage. Il y a des beaux trucs. Moi, j'ai découvert la Bretagne très jeune, mais c'est juste incroyable de se dire qu'on a une telle. En fait, moi, je viens des montagnes, de savoir qu'il y avait la mer et l'océan
qui n'ont absolument rien à voir. En fait, quand j'ai découvert la Bretagne, j'ai dit mais un petit espace comme ça là, je peux y passer des heures parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de voir en montagne, quoi. Ouais. Et dernière question, je voulais savoir quel paysage tu conseillerais aux gens d'aller voir absolument. Bah, je suis un commerçant, il faut venir à la SPV. Faut venir à la SPV, je pense qu'on peut finir là-dessus, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a un paysage à voir absolument? Non, ils sont tous bien. Moi, en fait, si je vais aller un peu plus loin dans la réponse, c'est que en fait, le paysage, c'est juste un encadrement. Donc c'est une photographie d'une émotion qui passe par des sens. Et du coup, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique. À la base, ce qu'on a défini comme un paysage, c'était un tableau dessiné. Et d'où le format paysage. Ouais. Et en fait, je pense qu'il faut s'intéresser à la peinture parce que c'est le moyen que quelqu'un a trouvé de t'exprimer au plus juste ce qu'il a ressenti dans un espace. Et peu importe l'espace, peu importe, ça peut être intérieur, extérieur, ça peut être... Ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup, en fait, de s'ouvrir à la lecture du tableau, tu vois, en fait, pas juste regarder l'image comme ça, mais de se poser la question de qu'est-ce qu'il a essayé de me faire représenter, ça c'est hyper intéressant. Et après, du coup, ça t'ouvre le regard sur, là, en extérieur, qu'est-ce que je perçois maintenant, comment est-ce que je fais pour ressentir ça. Et une fois que tu as réussi à répondre à cette sensibilité-là, à t'ouvrir toi, tout devient magnifique. Ouais. Merci Nicolas. Où est-ce qu'on peut suivre toutes tes actions et tout ce que tu fais? Du coup, on a un compte Instagram qui s'appelle spv.plante et après on a un Facebook qui est la même chose que le Instagram. On est très peu communicants sur les réseaux. On est plutôt à vouloir que les gens se rendent compte qu'il faut venir ici. C'est ça, on n'a pas de service de vente en ligne ou d'atelier à distance ou autre. C'est vraiment, à chaque fois qu'on va vous faire la réponse, c'est venez nous voir sur un salon. Mais après, le but du salon est que vous veniez ici à la pépinière. C'est là qu'on discute, c'est là qu'on voit ce qu'on fait, qu'on est vraiment sur le terrain. Il y a énormément de gens qui nous suivent sur les réseaux, à qui j'ai envie de dire, mais tant que vous n'êtes pas venu, vous ne savez pas, quoi. Vous imaginez, et c'est très bien, tant mieux pour moi. Mais par contre, il faut venir voir. Okay. Pour être plongé dans le quotidien et pas dans l'imaginaire. D'accord. Il a envie que ça se termine. Non, c'est les alarmes. C'est les alarmes, c'est pour ça. Et ouais. Donc ici, on a un site internet. Site internet, super. Eh ben merci beaucoup Nicolas. Merci à toi. Merci.